Oh. Eh bien, bonjour. Alors, le micro marche. Je suis tout à fait rougeau là, mais je comprends pas pourquoi. Avant, c'était pas comme ça. Est-ce qu'il faut que je. Non, si je fais. Tout rouge. Je suis tout rouge. Est-ce qu'il y a un truc qui me. Je sais que j'ai un peu bronzé avec l'été qui arrive là. J'ai très chaud. J'espère que ça n'avait pas trop de bruit. Alors, bonjour à toutes et à tous, à mes nombreux followers et viewers qui se pressent. Il n'y a quasiment pas assez de place sur ce chat pour tous vous accueillir. C'est de l'ironie, mais c'est pas grave. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on va non pas commencer, mais continuer les couleurs de la planche 27 d'Épistémée Azimut, une histoire des théories scientifiques à l'époque médiévale, planche que j'ai commencé il y a bien longtemps, que j'ai continué sur ce stream et refaite en partie parce que les dessins ne me plaisaient plus. Et tout ça, il faisait frais tout à l'heure, maintenant j'ai très très chaud. Voilà, et j'avais dit la dernière fois, le dernier stream, qu'on faisait les couleurs. Et en fait, au lieu de faire les couleurs, j'ai fait le montage de la planche, c'est-à-dire je l'ai scanné. Et puis, j'ai fait le montage des scans, et puis j'ai nettoyé un peu, j'ai fait diverses choses, mais pas du tout les couleurs. Et les couleurs, je les ai faites en cachette, hors stream. J'ai commencé, vous voyez, j'ai fait la moitié des couleurs, là. Attendez, je vais mettre comme ça, on verra mieux. J'ai fait, peut-être si je mets comme ça, on voit tout même, c'est pas mal. J'ai fait à peu près la moitié des couleurs, et pas l'autre moitié, donc on va finir, j'espère, cette planche au cours de ce merveilleux stream. Voilà, et la dernière fois, on écoutait François Héran en faisant ça. Et aujourd'hui, on va écouter Richard Monvoisin qui va nous parler de surcharge cognitive et de cécité. Alors, on a déjà commencé à aborder ce sujet la dernière fois. Vous avez montré notamment une scène de crime où tout changeait au cours de la conversation sans que personne ne se rende compte, ou des scènes de personnes qui parlaient à d'autres personnes et pendant qu'il y avait une petite distraction, un des deux interlocuteurs changeait sans que l'autre personne ne se rende compte. Voilà. Donc tout ça dans une optique platonicienne finalement de Richard Monvoisin, on peut dire, puisqu'il nous semble nous amener... Avant ça, on avait fait un cours sur les illusions. Voilà, donc ce que semble nous dire Richard Monvoisin, c'est que nos sens ne sont pas du tout fiables. Voilà, et qu'on ne devrait pas s'y fier pour prendre nos décisions. Donc peut-être va-t-il nous dire que seule la raison est fiable et que par là c'est seulement la dialectique qui peut nous apporter la vérité dans une perspective absolument platonicienne. Voilà. Pour être plus familier avec toutes ces notions, je vous incite, je ne saurais trop vous inciter à lire Épistémée Eureka, une histoire des sciences durant l'Antiquité, le premier tome de la série Épistémée, dont je colorie le second ici même, qui traîne de l'époque médiévale et non plus de l'Antiquité. Et donc dans ce premier tome, on traite de plein de sujets sur l'initiative et avec la documentation de Pascal Marchand, qui est professeur des universités à Toulouse 2. On dit Université de Toulouse maintenant, on ne dit plus Toulouse 2, mais il faut dire Toulouse 2 pour toutes les universités de Toulouse. Donc Paul Sabatier, voilà. Et donc on continue aujourd'hui, voilà, ces couleurs en tout cas. Donc en écoutant Richard Monvoisin, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Mais je ne sais plus, rien de bien important, sans doute. Allez, on y va, en tout cas. Donc je vais lancer Richard. Hop! Je vais le caler. J'espère que... J'ai toujours un doute sur là où j'en étais, je le note, mais je ne suis pas sûr de bien noter. Bon, oui, je mets une lumière bleue, mais j'ai l'impression que ça me rend encore plus rougeau. Si je mets une lumière rouge, est-ce que par contraste, j'aurai l'air moins rouge? Non, j'ai l'air tout à fait encore plus rouge, évidemment. C'est curieux. Alors si je mets violet, peut-être ça fait... Ah bah c'est mieux, en fait. Violet, c'est mieux. Et si je mets rose, pour voir? Alors, en fait, c'est ça. Il faut que parce que là, j'avais mis bleu. Bleu, ça me fait paraître plus rouge. Et violet... un peu moins. En fait, ce qu'il faut, c'est que je mette la lumière rouge d'abord. Comme ça, on se dit, oh là, tout est rouge, c'est affreux. Donc, il faut bien fixer le rouge pendant un moment.
Et après, ah ouais, non, mais là, j'ai l'air moins rouge, du coup, au bout d'un moment. Ah, c'est fascinant. Et là, si je mets en violet, là, ça paraît bleu. Et moi, j'ai l'air presque bleu, là. Bon, ben bon, on va laisser comme ça. Je pense que c'est uniquement dû à un phénomène de persistance rétinienne, mais peu me chaud. Voilà. Allez, donc, j'ai remarqué que mes planches précédentes étaient quand même très très chargées en couleurs. Couleurs que j'avais fait. Voilà. Alors ça c'est la planche que je suis en train de faire à droite, là, la planche 27, sur 200. Hein, donc on est encore ensemble pour un petit moment à faire cette BD, c'est chouette. Planche 26, elle est rigolote. C'est des apparitions à l'empereur Constantin, qui était complètement fou, un gros menteur. Et là, par contre, cette double planche-là, elle est lourde. Hein. Oh là là. Mais en même temps, ça fait fond doré pré-médiéval. Et là, il faut que j'enlève tous ces traits. Là, j'étais sûr de l'avoir fait. C'est normalement, chose que j'avais oubliée à la fin de... Enfin, pour les quelques planches précédentes, normalement, quand c'est ce qui se passe actuellement pour les deux héros, il n'y a pas de bord de case. Et au contraire, quand c'est un récit, il y a un bord de case, mais à la forme antique et un peu doré. Et là, je ne l'ai pas fait doré. Donc, il faudra que je le fasse doré. Voilà, là, je l'ai fait, là, je l'ai fait. Et alors, quand c'est les bulles... Ah, mais là j'ai merdouillé encore. Quand c'est des bulles de gens qui parlent actuellement, elles sont noires. Et quand c'est les bulles des gens qui parlent dans le récit qu'on raconte, elles sont jaunes. Bon, c'est subtil, personne ne s'en rend compte. Mais pour préserver une cohérence du système de récit, ça me paraît important de le respecter. Donc, il faudra que je corrige ça. Mais bon, pour l'instant, on va finir cette damnée planche 27 sur laquelle je suis depuis un moment. Et comme ça, on pourra passer à des nouvelles planches que je n'avais pas commencé avant. Et ça sera très... ça fera du bien, voilà, de commencer des brand new shows. Brand new things. Je commence ma phrase en anglais, il faut que j'affiche en anglais. Allez hop, on est parti. Je baisse la musique des jeux vidéo et je lance Richard. Nous en étions ici la semaine dernière. Voilà. On avait parlé du plaidoyer pour une humilité sensorielle. J'ai complètement oublié. C'est-à-dire que c'est assez difficile pour un humain moyen, comme vous et moi, de se mettre à douter de ce qu'on perçoit, de ce qu'on reçoit comme information de nos sens. Et c'est un travail qu'il faut faire si on veut se rendre compte de la capacité de notre cerveau à se tromper, que de se confronter soi-même à tous les mécanismes d'illusion possibles et imaginables. Comme ça, on sait dans quelle mesure on peut se tromper. Et donc je vous ai montré quelques illusions, j'espère que vous avez été voir le PDF, vous avez retrouvé quelques personnages et quelques images tout à fait ravigorantes. Et puis, je vais encore traiter quelques points comme ça, jusqu'à la notion de témoignage que je voudrais vraiment bien écorner avec vous. Et puis après, je passerai à des outils épistémologiques, l'art de supposer des hypothèses, mais je prendrai des exemples un peu concrets pour vous montrer un peu comment vous pouvez vous emparer dans votre sujet des différentes hypothèses qui sont sous-jacentes à votre question de travail et comment on peut les peser, avec quels outils on peut les sous-peser, parce que toutes ne se valent pas. Alors, je m'étais arrêté, il me semble, sur le mentalisme. Vous avez montré, je crois, les cartes les fameuses fausses lettres pourries qu'a envoyé Chris, le médium, pour recruter par téléphone des gens qui voudraient souscrire à son aide télémagnétique. Là. Et alors, le mentalisme, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que c'est une manipulation mentale, etc. Enfin, dans une certaine mesure, le mentalisme est une forme de manipulation mentale, mais qui fait partie de la prestidigitation, c'est-à-dire l'art de manipuler des objets ou de manipuler des sensations devant un public qui est complice et qui est d'accord et qui est là pour voir du spectacle. Là où ça devient moche, c'est quand des gens se servent de ces arts-là, de ces méthodes-là, pour faire croire qu'ils ont une capacité à dire des choses sur vous que vous n'auriez pas dites et auxquelles ils pourraient accéder par le moyen d'une capacité extrasensorielle ou d'un don, etc. Il faut connaître un petit peu comment ça marche le mentalisme. Alors, le deal que l'on a avec le marché qu'on fait avec les magiciens qui traînent avec nous, c'est de ne pas révéler les tours. Je ne vais pas vous révéler les tours. Vous pouvez les trouver assez facilement si vous voulez travailler le sujet. Mais au moins les grandes lignes en psychologie qui permettent d'expliquer ce qui peut se passer quand on se retrouve face à quelqu'un qui dit être un médium ou un voyant ou une voyante et qui est face à vous, est censé ne rien connaître de vous et vous délivre une information tout à fait surprenante. Il y a au moins 3 choses à connaître. Le fait que, première chose à comprendre, si vous vous retrouvez un jour face à une voyante ou un voyant, il y a une première phase qu'on appelle la lecture à froid.
C'est-à-dire la personne peut être, même sans s'en rendre compte, en mesure de dire des choses sur vous que vous ne pensiez pas laisser filtrer. L'observation joue beaucoup dans ces cas-là, et le fait de regarder par exemple l'habillement d'une personne, on peut voir si elle est plutôt BCBG, ou alors plutôt punk à chien, ou alors plutôt gothique, ou plutôt garage, ou plutôt ce que vous voulez, quoi. On peut tirer déjà des informations comme ça, et deviner, avec un curseur de vraisemblance assez important, la catégorie socio-professionnelle, peut-être en fonction du lexique aussi que la personne emploie quand elle se présente. Si elle vous dit bonjour monseigneur, c'est pas pareil que si c'est hey, cool, salut, c'est pas pareil quoi. Donc de là on peut tirer des informations, on peut aussi tirer des informations qui sont faussement devinées. Vous voyez, je pense par exemple jouer sur les probabilités, comme par exemple dire à une personne ne seriez-vous pas l'aîné de votre famille ? Mais en fait, en disant ça, vous avez plus de chances d'avoir raison que d'avoir tort, parce qu'il y a plus d'aînés que de cadets, parce qu'en fait, même les enfants uniques, ils sont aînés, quoi, si vous voulez, ils sont les premiers. Alors que des cadets, il faut déjà qu'il y en ait eu un autre avant, donc il y en a forcément moins. Donc vous pouvez jouer sur des trucs comme ça pour donner l'impression de dire des choses. Et en plus, vous pouvez rajouter, ce que j'ai fait dans la phrase que je vous ai donnée, une forme interronégative, c'est-à-dire n'auriez-vous pas, qu'on a déjà écouté ce ce qui vous permet, si vous avez faux, de vous en sortir quand même. Vous voyez, donc si vous avez juste, vous faites ah oui, je le sentais bien, et si vous avez faux, vous dites oui, non, je sentais que c'était pas bon pour vous. Et la question interronégative est une super méthode pour éviter de dire des choses à risque, quoi. Après, vous avez la technique du tir au petit plomb. Je vais pas détailler beaucoup, mais on le voit chez John Edward, on le voit chez pas mal de gens qui utilisent ces méthodes-là. Faire des phrases avec beaucoup d'éléments dedans et laisser la personne qui est en face de vous, qui est en face d'elle, piocher dedans. Donc, par exemple, quelqu'un qui dirait être en channeling pourrait vous faire des phrases du type je vois une femme dans votre entourage qui a beaucoup souffert, une femme, peut-être une mère, une sœur, une cousine, peut-être une cousine, puis là, elle regarde bien où c'est que vous réagissez, et elle vous dit ah, une cousine, c'est ça, une cousine qui a beaucoup souffert, elle est peut-être morte, ou en tout cas pas très loin de l'être, elle est morte, effectivement, hop, et puis il rebondit comme ça, vous voyez. Et en fait, c'est suffisamment flou pour qu'au bout d'un moment, on soit quasi assuré d'avoir bon, et on réagit au moment où la personne fait tilt, quoi. Ce qui est étonnant, je trouve, dans ces processus, c'est que le mentaliste est capable de déceler la micro-réaction qu'on va faire sans qu'on s'en rende compte. Voilà. Et c'est ça qui va nous bluffer, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on a une réaction et le mec le voit, quoi. Donc il lit un peu dans notre cerveau finalement, mais par nos réactions. Donc c'est des gens qui sont très bons au poker. Il y avait aussi cette histoire de cheval qui savait compter. Ben, en fait, quand c'était la bonne réponse, les gens faisaient... Et ils tapaient comme ça, on disait 3 x 4. Alors ils tapaient 1, 2, 3, les gens disaient c'est des conneries. Puis après, ils disaient quand même. Puis après 12. Et un peu, le cheval s'arrêtait, quoi, parce qu'il voyait que c'était la bonne réponse. C'est excellent. Cheval mentaliste. Et je la tiens de Richard Monvoisin, cette histoire, donc forcément il va vous la raconter, je vous l'ai spoilé à mort, mais il faut bien que je dise des trucs. Vous voyez ? Et la personne a l'impression qu'on a deviné que notre cousine était morte, quoi. Mais en fait, la voyante n'a pas deviné ça, elle a regardé à nos réactions, dans le flux de ce qu'on a développé, les informations sur lesquelles nous avons réagi. On lâche beaucoup d'informations quand on est face dans des situations comme ça, surtout qu'on vient souvent dans des situations de souffrance pour parler à des voyantes ou à des médiums. Et donc on se retrouve parfois à donner des informations, pas se rendre compte qu'on les a données. Et alors c'est tout un art que de ressortir les informations qu'on a piochées un peu plus tard. Donc, par exemple, vous pouvez dire, ne seriez-vous pas l'aîné de la famille ? Ah non, j'ai un grand frère. Ah oui, je sentais qu'il y avait quelqu'un au-dessus de vous comme une figure un peu tutélaire, mais c'est un peu ambigu comme situation. Puis hop, vous gardez en tête qu'il a un grand frère, par exemple, et la personne vous l'a dit, et vous le ressortez bien plus tard, et la personne, elle sera persuadée que c'est vous qui avez deviné qu'il avait un grand frère, alors que c'est lui, ou c'est elle qui vous l'a dit. Voyez, on peut ressortir des éléments comme ça et les faire regermer ensuite, en donnant l'impression d'avoir... J'ai déjà fait ça, j'ai arrêté de le faire en test, mais des fois des étudiants rebossent le mentalisme pour aller mimer ça. Et moi, je faisais à des moments pour draguer, où je faisais semblant d'être un peu voyant et des trucs comme ça. Richard. Mais c'est super malsain, hein. On peut vraiment vite prendre l'ascendant sur les gens, hein. Le pire qu'on ait fait là-dessus d'ailleurs, mais j'y viens un peu après, on y mêlait d'autres méthodes. Avec mon collègue Nicolas Vivant de l'Observatoire zététique, on avait fait un truc qu'on a arrêté très rapidement tellement c'était devenu malsain. Je vous raconte ça tout à l'heure. Et l'effet Barnum, c'est un effet qui a été développé en psychologie par le psychologue Forer en 1949. Il a fait un test que j'ai refait un jour dans un amphi ici, il y a de ça 5-6 ans. Je voulais voir si ça marchait vraiment toujours aussi bien. Et le test que Forer avait fait, c'était de prendre les dates de naissance de tout le monde, et puis la fois suivante de venir et de donner à chacun un thème astral en fonction de la date de naissance qu'ils avaient. Chacun avait son enveloppe, tout le monde décachetait son enveloppe, la gardait pour lui, et puis devait noter de 0 à 5. 0, c'est pas du tout moi le discours qui a été présenté, ou alors 5, c'est tout à fait moi.
Et en analysant les résultats, les gens se sont reconnus, la moyenne c'était de 4,2 à peu près. Et donc ça veut dire que beaucoup de gens se reconnaissaient dans le discours qui était dedans. Et ensuite, ce que Forer faisait, c'était il disait à ses sujets, à ses élèves, à ses étudiants, il leur disait passez la feuille à votre voisin. En fait, tout le monde se rendait compte qu'ils avaient tous la même feuille. Et dans les phrases qu'il y avait, c'était des phrases qu'on appelle des phrases à effet puits ou à effet Barnum, des phrases qui sont suffisamment floues, mais qui ont l'air personnelles, mais qui fait que tout le monde se reconnaît dedans. Par exemple, je sais pas moi, la dame qui est là, vous avez un caractère fort, mais de temps en temps vous doutez. Ça c'est moi aussi, c'est elle aussi. C'est vrai, c'est moi aussi. Elle aime les relations sincères avec les gens. Je crois que j'ai déjà écouté cette vidéo et que j'ai fait les mêmes blagues. C'est terrible. Et qui n'aime pas les relations sincères avec les gens? Moi, le monsieur qui est là-bas, qui est penché, qui est là, lui, des fois il passe par des périodes d'euphorie, il est complètement un peu genre à fond, debout sur la table et tout, puis il y a des moments, ça a des petits coups de moins bien. C'est pas vraiment de la dépression, mais tu vois, c'est des petits coups de... tu te dis putain, à quoi ça sert et puis ça repart après. C'est vrai, hein? C'est exactement toi. Voilà, c'est exactement moi aussi, en fait, c'est tout le monde, vous voyez. C'est ça des phrases à effet Barnum. L'horoscope est un excellent fournisseur de phrases comme ça. Vous lisez l'horoscope, c'est que des trucs comme ça, avec une vertu un peu conservatrice à l'intérieur de l'horoscopie, parce que c'est jamais, quand je sais pas, le travail c'est difficile en ce moment, ils vous disent généralement, attendez, ça va passer, ou alors prenez votre mal en patience, vous voyez, c'est jamais allez gifler votre patron, syndiquez-vous et cassez la préfecture, enfin, c'est jamais des trucs de révolte, quoi. L'horoscopie, c'est l'ordre social, quoi, et vous regardez, il faut jamais s'énerver. Vos amours sont contrariés, patientez le mois prochain. Si ça se trouve, votre mari vous tape dessus ou votre femme vous tape dessus, mais ils ne vous disent pas de réagir violemment, quoi. C'est toujours calme. Il y a eu un travail d'un philosophe, pour ceux qui sont philosophes ici, de Adorno sur le sujet. Théodore Wiesengrund, Adorno. Le livre s'appelait... j'ai oublié le nom du bouquin, mais c'est pas très compliqué, ça date des années 50, c'était sur l'horoscopie, mais j'ai oublié, il doit y avoir les étoiles ou les astres dans le titre, mais je retrouverai ça si ça vous intéresse. Et puis, il y a un autre biais qui est récurrent dans quasiment tous les sujets que vous allez traiter et dans tous les sujets du monde entier. Donc là, je fais des cases volontairement très légères en couleur et d'autres un peu plus lourdes. Ça fait une espèce de mosaïque un peu que j'espère équilibrer au final. Donc c'est pas mal. Et puis, comme j'ai fait des planches très lourdes juste avant, j'essaie d'alléger un peu tout ça maintenant parce que... Bon, en même temps, elles étaient lourdes, je me dis, c'est un défaut et tout, mais en même temps, ce que ça racontait, c'était un gars qui tuait toute sa famille pour avoir le pouvoir sur Rome. Hein, donc, finalement, ça s'accordait pas mal, hein, je trouve. Moi, ce qu'on dit l'éditeur, alors l'éditeur s'en complètement. Je ne sais même pas s'il va sortir ce bouquin, parce que c'est toujours très, très compliqué. Nous verrons, l'avenir nous le dira. Suivez ce stream pour avoir la suite des aventures de ce livre. Est-ce qu'il va sortir finalement dans moins de 2 ans? Est-ce que j'aurai des problèmes éditoriaux? Est-ce que finalement ma santé ne me permettra pas de le finir? Eh bien, que finalement c'est une série à suspense, ce stream. C'est extraordinaire. Voilà. Heureusement qu'il y a des replays, hein, parce que si je devais compter sur le chat, absolument personne en même temps. Je me connecte à des heures aléatoires et je connecte à personne. C'est normal. Alors il faut absolument que je trouve un autre moyen de faire des sélections. Parce que là, ça va me mobilise les 2 mains avec ce procédé du lasso. Et en plus, ça c'est pas du tout fiable. C'est-à-dire que si on doit relâcher un quart de micron, la touche Alt, ça bousille ma sélection. Qui arrive régulièrement sans que j'ai bougé le doigt. C'est pénible, donc en fait il faut que je trouve une solution. Soit le tracé vectoriel, soit plusieurs des couches, mais c'est un peu lourd. Ça nécessite de créer une nouvelle couche à chaque fois. C'est un peu galère. Le pinceau, il a l'avantage d'être léger comme solution, mais non, c'est trop contraignant. Comme ça. Et pour la suite, je vais trouver une autre solution. Allez, je remets Richard parce que je me suis libéré la main. C'est un biais que les psychologues appellent le biais de confirmation ou le biais de confirmation d'hypothèse. La tendance que notre cerveau a à chercher sans arrêt des confirmations de ce qu'il pense plutôt que d'aller chercher des contradictions.
je crois que j'en ai déjà un petit peu parlé, mais si vous avez le cœur qui penche plutôt vers des mouvements de droite, par exemple, c'est très rare que des gens qui penchent à droite, on va dire, viennent lire de la presse de gauche. C'est très rare que des gens qui penchent à gauche viennent lire de la presse de droite. C'est très très rare qu'on s'expose à des discours critiques, et généralement on traîne dans des milieux où tout le monde pense un petit peu la même chose, et on s'expose très rarement à des discours. D'ailleurs, on entend ça assez souvent. Ah, je refuse de discuter avec des gens du Front National, ou alors non, l'extrême gauche c'est épouvantable, ou les communistes, là, jamais de la vie. Et en fait, ça entraîne chez nous un biais de confirmation. On risque d'être surexposé à des discours qui nous plaisent, quoi. Et quand on est face à de la médiumnité ou de la voyance, ce phénomène peut arriver. Alors j'essaie de vous faire un petit graphique. Imaginez par exemple qu'une voyante vous dit, ou un voyant vous dit « Méfiez-vous des accidents de la route ». Phrase qui a l'air anodine, mais qui fait un peu flipper quand même. Là, vous avez deux choix. Premier choix, vous dites moi j'y crois de toute façon voyant, donc écoute, j'y crois, je vais faire attention. Alors vous y croyez, et l'autre groupe, l'autre personne se dit non, moi j'y crois absolument pas, je m'en fous complètement, c'est n'importe quoi, je m'en fiche. Si vous y croyez et que vous avez effectivement un accident, vous dites bon sang, elle m'avait prévenu et j'ai eu un accident. Donc elle avait raison. Donc je valide comme vrai la prétention de départ. Si j'y crois et qu'il m'arrive rien, je me dis j'ai bien fait de l'écouter, j'étais prudent. Et donc, j'ai pas eu d'accident de la route. Donc, je valide comme vrai la prétention de départ. Mais si j'y crois pas et que j'ai un accident, je me suis dit, bon sang, elle m'avait prévenu, j'ai pas écouté alors que j'y croyais pas et tout. Puis en fait, finalement, j'ai vraiment un accident. Et là, on valide encore comme vrai la prétention de départ. Et si j'y crois pas et qu'il m'arrive rien, j'oublie. Ce qui fait que 100% des cas qui nous restent en tête sont des cas qui fonctionnent, quoi. Et on se retrouve surexposé à des cas qui fonctionnent, vous voyez ? C'est un peu le même problème qui se pose quand on discute, est-ce que les rhumatismes, est-ce qu'on dort moins bien les nuits de pleine lune, ou est-ce qu'on dort moins bien, ou est-ce qu'on a des rhumatismes quand il pleut ? Eh bien, notre cerveau va avoir tendance à collecter plus les faits qui collent, plutôt que les faits qui collent pas. Mais si on évacue les faits qui collent pas, on peut pas faire de statistiques, et donc si on fait pas de statistiques, on peut pas se rendre compte qu'il y a un réel effet, en fait. Vous voyez, on trie, sans le vouloir, les cas auxquels on est exposé. Arrive maintenant, il y a d'autres domaines où ça peut arriver, ce genre de limitation du champ des possibles. Si vous voulez, je ne suis pas un thérapeute qui vous dit « Surtout, faites attention à votre genou à partir de maintenant. » Vous voyez ? Ou faites attention aux escaliers. Et ça va faire exactement pareil. Tous les cas qui valideront cette prétention, vous en rappellerez. Mais si ça ne le valide pas, on aura tendance à l'oublier ou à ne pas le raconter. Un banquier qui vous dit « Soyez vigilant avec vos placements bancaires », c'est pareil, quoi. Ça sera toujours vrai, sauf les fois où vous oublierez, quoi. Et notre cerveau est fait comme ça. Donc méfiez-vous de ces phrases qui sont en fait des phrases bidons, quoi. C'est des phrases un peu bidons. Et puis vous avez, bien plus grave, je voulais citer le problème de Diagoras, c'est comme ça que l'expose Nicolas Taleb dans un bouquin qui s'appelle le signe noir. Et il en parle. Et puis l'histoire, c'est que Diagoras, c'est Cicéron qui raconte cette histoire dans un texte dont j'ai oublié la référence. Et on lui présente des tablettes peintes représentant des dévots qui avaient prié et survécu à un naufrage, et qui leur était arrivé ensuite. Et sous-entendu, prier protège de la noyade. Et alors Diagoras demanda, mais alors où sont les portraits de ceux qui avaient prié et qui sont morts ? Vous voyez ? En fait, on a tendance, mais c'est un peu pareil sur les verrues, je vous parlais des verrues tout à l'heure. Je n'entends que des cas, si je faisais la collection, je n'entends que des cas de gens qui ont été voir des magnétiseurs et qui ont effectivement les verrues qui ont disparu. Mais parce que c'est les cas qu'on raconte, c'est les cas qu'on garde en tête. Mais il y a aussi plein de gens qui ont été voir des magnétiseurs et dont les verrues ne sont pas parties. Et ceux-là, on les raconte pas, ou c'est pas très intéressant de le raconter en soirée, on se prend un bide quand on raconte une histoire comme ça. Donc ça intéresse personne. Donc il y a un biais, alors il y a un nom technique vraiment pour ce biais-là qui s'appelle le biais d'attrition. Le fait qu'il y a des cas qu'on perd de vue, quoi. De la même façon que parfois dans certains protocoles, on perd certains sujets, on appelle ça le biais d'attrition. Mais gardez surtout le terme général de biais de confirmation d'hypothèse, c'est vraiment ça qui est important. La pub, mais c'est terrible ça. Vous êtes salarié, retraité. Mais non, ta gueule. Pardon. C'est terrible cette musique. Je repasse des essais, mais comme ça rentre en mémoire. Donc ça fait pas de mal de réécouter. Et puis vous avez la lecture à chaud. Alors la lecture à chaud, c'est ce que fait Peter Popoff.
c'est envoyer des gens sonder à l'avance. C'est ce que fait probablement John Edward. C'est probablement ce que font un certain nombre d'évangéliques charismatiques aux États-Unis. C'est envoyer des gens, sonder la foule auparavant, prendre des informations, les retransmettre d'une manière ou d'une autre à la personne qui dit être en capacité de lire et ressortir les informations. Ça, c'est la technique la plus fourbe, la plus moche. Mais je connais des enquêteurs du paranormal des années 50, des années 60, qui s'amusaient à faire ça juste pour voir si ça marchait vraiment. Vous pouvez, à partir du... Je sais pas, quelqu'un vous téléphone, vous ne savez pas qui c'est, vous tapez annuaire inversé, vous cherchez sur le web, quand vous avez le web, mais avant, quand on n'avait pas le web, vous preniez le téléphone, vous essayez de trouver l'adresse de la personne dans le bottin, et puis vous retrouviez où elle habitait, il vous suffit d'appeler, je sais pas, le concierge ou un voisin, ou d'aller traîner par là-bas, regarder où c'est qu'elle habite, vous renseigner, tiens, faites semblant de venir voir un cousin, ou peu importe, vous pouvez prendre plein d'informations à l'avance, et donner l'impression ensuite de les lire sur la personne. Et ça fait un effet monstrueux, quoi. C'est ce que j'avais fait une fois, ça en cours avec une étudiante. J'avais dit, je vais choisir quelqu'un parmi vous pour voir si le mentalisme existe, enfin si on peut lire par des capacités extrasensorielles, voilà. Et je fais plus maintenant. Je trouve ça un peu gênant, quoi, de mettre dans l'embarras des personnes. Mais j'avais fait il y a une dizaine d'années sur une étudiante en pharmacie. Et je lui dis, bon, je prends quelqu'un au hasard, toc, et je prends une personne. Je fais semblant de faire un tirage au hasard. Et les magiciens savent très bien faire des faux tirages au hasard. Et en fait, j'avais préparé mon sujet, mais elle le savait pas. Donc ça tombe sur une nana, quoi. Puis je lui dis, par hasard, une nana. Je sens que tu aimes le cheval. T'aimes bien les animaux de compagnie. Elle me dit, oui, je crois que t'aimes le cheval. Elle me dit, oui, je crois que si je me concentre, je peux trouver le nom de ton cheval. Elle me dit, non, c'est pas possible. Alors j'ai dit, je vais le marquer derrière le tableau là-bas. Puis après, je dis, je crois que tu viens de Coran. Coran, c'est un bled à côté d'ici. Hein. Et elle me dit, non, je viens de Mélan, mais je viens de Mélan. Je lui dis, tu dois être dans un groupe... T'aimes bien les groupes un peu structurés, dans la nature, je dirais, un truc genre, je sais pas, éclaireur ou scout. Elle dit, oui, j'y suis scout. Et alors, elle était terrorisée à la fin. Elle vient me voir, elle me fait, mais comment vous avez su que j'étais scout, que je venais de Mélan et puis en plus, après, elle a vu le nom que j'avais marqué, et c'était effectivement le nom de son cheval, quoi. Donc là, elle était sur le cul, complètement sur le cul. Alors, je lui dis déjà, Mélan, c'est toi qui me l'as dit. Moi, j'ai juste lancé, je voyais un peu comment tu étais habillé, je me suis dit, tiens, je pense que c'est plutôt un style un peu... Il y a des styles plus Villeneuve, vous voyez, puis il y a des styles plus Coran-Mélan, pour ceux qui connaissent un peu l'urbanisme grenoblois. Et on a une tendance, bien sûr que c'est glauque, mais c'est vrai. C'est tragiquement vrai, c'est un problème qu'on pourrait appeler post-colonial en France. C'est que vous prenez le tram A et le tram A vous fait une coupe sagittale dans Grenoble, et plus vous descendez, et plus vous voyez des gens colorés, avec des habits colorés, avec des couleurs différentes, alors qu'au centre-ville, ou plutôt vers le nord-est de Grenoble, c'est plutôt propre, blanc, bourgeois. Elle devait avoir un serre-tête. C'est pas une nouveauté, quoi. Elle devait avoir un serre-tête. C'est malheureusement, ça a même été une volonté publique. Ça rentre un peu dans les sujets que vous pouvez traiter si vous faites de la géographie ou de l'aménagement urbain. C'est qu'est-ce qui a fait qu'on a en quelque sorte ghettoisé certaines zones. Et donc il y a des zones effectivement à Grenoble où vous aurez une plus grande représentativité de gens. Le serre-tête, c'est un accessoire ostensible d'appartenance à une religion en fait. Hein. Voilà, le serre-tête, ça devrait être interdit à l'école par exemple. Les jupes froncées, c'est pareil. Hein. Enfin, je sais pas si ça existe encore. Je dis ça. Moi, j'étais jeune, j'allais à l'école dans les années 80, moi. Donc bon. Mais c'est du séparatisme, le serre-tête. Issus de l'immigration, et puis d'autres beaucoup moins. Et c'est pas le fruit du hasard, tout ça, ça se réfléchit. Bref, vous pouvez nous retirer des informations, et donc je retirais d'elle qu'elle venait certainement pas de la Villeneuve, mais plutôt du nord-est de Grenoble. Et j'avais raison. Et après, le coup de son cheval, je lui ai dit, c'est pas compliqué, j'ai mis ton nom sur Internet, j'ai vu que tu faisais du poney, et puis voilà, puis j'ai trouvé le nom de ton cheval, quoi. Et elle était sciée, quoi, vous voyez. Et elle ne se rendait pas compte que toutes ces informations-là étaient... Mais il y a des fois, c'est encore plus grotesque. Un jour, j'étais dans le train, il y a un type qui était à côté de moi, j'avais pas de stylo, je lui dis, est-ce que tu peux me passer, Jérôme, ton stylo? Il me fait, comment vous savez que je m'appelle Jérôme? Je lui dis, parce que j'ai des dons de voyance. Voyons. Et puis après, je rigole, et puis je lui dis, mais non, c'est parce que tu as une énorme gourmette de 1 tonne à la main, il y a marqué Jérôme dessus. T'sais. Puis on oublie qu'on porte des informations sur nous. Vous voyez? C'est assez marrant à faire. Il y a un type qui s'amusait à faire ça. Je vous montre. Ça se passe en Hollande. Je traduis pas, il n'y a pas vraiment besoin. En Belgique, pardon, pas en Hollande. En Flandre. Dag Fien. Mise en scène, c'est sympa. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja. Insecten.
Alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op uw rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Zo, hè. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Een maison rouge, balkon, blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, maar eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Il y avait une pub à la fin. Hein. Mais c'est assez glauque. Hein. C'est glauque, ça pose pas mal de problèmes tout ça. Effectivement, très peu d'entre nous contrôlent l'information qui circule sur nous, contrôlent même l'information que nous-mêmes mettons, on a du mal même à contrôler l'information que nous-mêmes mettons sciemment sur des réseaux sociaux par exemple. L'usage de Facebook est presque unilatéral. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui n'a pas de compte Facebook. Bon, il y a moi et je me fais engueuler pour ça, mais il y en a quelques-uns je pense dans la salle. J'espère en tout cas, parce que, ou en tout cas, si vous y allez, sachez les risques que vous prenez à diffuser de l'information. Ça peut avoir des répercussions sur vous. Hein. Il y a des gens qui peuvent s'en servir. D'ailleurs, c'est là où je voulais vous raconter cette histoire avec Nicolas Vivant. Nicolas Vivant et moi, on avait mis au point un petit stratagème qu'on a arrêté très rapidement parce que vraiment on a frôlé la catastrophe. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais pour vous dire qu'on avait construit un faux site sur lequel on se présentait comme 2 médiums à la retraite, suffisamment riches pour plus avoir besoin de se faire payer, et on offrait nos dons. Et donc on offrait nos dons à quiconque voulait une lecture, on ferait une lecture. On avait trouvé des noms de scènes et tout, et puis on avait fait une promotion là-dessus. Et donc il y a les premières personnes qui se sont connectées, il y a une dame qui se connecte, et puis c'est moi qui m'occupe de la lecture. Alors ce que je fais, vu qu'elle se connecte sur un site, elle se connecte avec une adresse IP, donc l'adresse IP je l'ai, elle se connecte avec un pseudo. Mais le pseudo, c'est pratiquement le même que les gens utilisent quand ils sont sur un site pour acheter des fleurs ou un site pour venir faire une voyance. Donc après, avec son pseudo et puis le mot de passe que j'avais, c'était facile d'aller voir un peu partout ce qu'elle faisait. Je savais toute sa vie. Je vous jure, je savais toute sa vie. Donc l'idée pour nous, c'était de ne pas s'en servir, mais de donner l'impression qu'on en savait plus long que ce qu'on disait. Et puis surtout, c'est de ne pas prendre de l'ascendant sur la personne. Et en même temps, même en faisant ça, tout de suite, on a compris que la nana était accrochée, quoi. Ça y est. Et elle a dit, j'ai jamais eu une lecture pareille, vraiment, je vais recommander à tous mes amis. Et puis, d'un seul coup, on a reçu plein de gens. Et on prenait des notes sur toutes les méthodes qu'on utilisait et tout. Au bout de 15 jours, on a dû arrêter, on était débordés, complètement débordés. Donc, on a écrit une lettre à tout le monde pour leur dire, excusez-nous, il s'agissait d'une sorte de canular, d'un piège, mais pour vous montrer les risques qu'il y a à vous connecter comme ça et à adhérer trop rapidement à une théorie. Il y a pas mal de gens qui étaient fâchés avec ça, qui étaient fâchés après nous. Pourtant, la démarche était plutôt sympa, quoi. C'était de prévenir plutôt que de les laisser se faire avoir dans des vraies situations où il y a de l'argent qui circule et tout. Nous, c'était gratuit en plus. Ça, faut faire et une puis, série on n'en Netflix tirait aucun avec bénéfice. ça. Donc, à un moment, on a réfléchi avec mon collègue Ismaël Betsliman, ici, qui est très très fort en recherche sur le web. On a réfléchi à se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas refaire un peu ce que fait Dave ici en direct? Et on a renoncé. Non pas que ce soit pas possible, l'idée c'était qu'il soit sous le bureau avec un ordi en train de chercher des informations sur la personne que j'aurais choisie, et puis, ou sur 2 personnes. Le problème, c'est qu'après, je tombe sur une personne que si je la choisis vraiment par hasard, vous n'êtes pas prévenu, c'est-à-dire qu'on déballe votre vie devant tout le monde. Pour que ce soit convaincant, il faut que ce soit vrai, et donc à la fin vous devenez tout rouge et vous avez honte, quoi. Et donc on s'est dit, on peut pas faire ça, on peut pas épingler quelqu'un, épingler sa vie comme ça en direct. Pourtant je trouve que ça serait marquant, mais je trouve que éthiquement et moralement ça serait pas très très bien de faire ça. Donc on a renoncé à le faire. Mais ça pose quand même le problème de se servir de l'outil numérique. Hein. Faites attention, c'est pas gratuit, quoi. Je sais pas, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais si vous cherchez sur le web sans méthode, sans savoir utiliser les mots-clés, sans changer de moteur de recherche,
tout en étant connecté aux produits Google, par exemple, comme Gmail, si vous ne vous déconnectez pas, les informations qui vous arrivent sont déjà filtrées, quoi. Donc en fait, c'est sans arrêt des filtres qui vous sont présentés, et si vous ne savez pas les déjouer, vous aurez toujours une information qui vient complaire à ce que le logiciel ou les personnes qui sont derrière pensent que vous attendez, quoi. On va vous servir votre soupe, une soupe présumée, vous voyez ? C'est un peu ce que font aussi Amazon, quand ils vous disent qu'ils sont capables de prédire à l'avance le bouquin que vous allez acheter après, et c'est vrai, avant vous même parfois. Mais parce qu'ils savent que les gens qui ont acheté ça ont acheté ceci, donc ils vous disent tiens, les gens qui ont acheté ça ont acheté ceci, vous dites ah bah ça c'est intéressant, bien sûr, puisque c'est le même thème que l'autre truc que vous avez acheté, donc possiblement ça peut vous intéresser. Mais avec l'IA en fait, maintenant, c'est la police. Ça devient presque des prédictions autorisatrices. C'est Ouais. ça qui est inquiétant. Donc méfiez-vous quand même de ce que vous lâchez sur Internet. L'art de faire de la recherche sur Internet mériterait presque... Je crois que l'année prochaine, je vais faire un cours spécifique là-dessus, parce que tout le monde me dit tout le temps, votre génération, comme elle est née dedans, les réponses que j'ai, c'est ah mais nous on sait faire, on sait faire. Puis quand je regarde les dossiers après, quand je vois les méthodes qui sont employées, je me dis qu'il y en a certains qui sont à la préhistoire de la recherche, quoi. Et ça veut dire que si vous êtes à la préhistoire pour mon dossier, pour le dossier de secours, ça veut dire que le jour où vous voudrez faire une recherche importante sur un sujet important, ben vous aurez les mêmes travers, quoi. Donc ça s'apprend, quoi. Vraiment, ça s'apprend. Enfin, tout ça pour passer au problème du témoignage. Le problème du témoignage, un des critères de pseudo-scientificité qui vient souvent, surtout quand on travaille sur les médecines dites alternatives, c'est de se rendre compte que les preuves ne sont pas souvent là. Par contre, il y a souvent des tas de témoignages qui sont présentés. Oui, madame L témoigne, oh, je suis très contente de ceci. Monsieur B, ah là là, je suis vraiment satisfait du soin qui m'a été fait, etc. Et en fait, on se rend compte que la preuve est remplacée par un corpus de témoignages. Mais le témoignage en soi n'est pas une preuve. Il y a même des proverbes qui disent un témoignage, même 1000 ne font pas une preuve. Parce que des fois, on peut se tromper à plus de 1000 personnes, on peut se tromper même à des millions de personnes. Et il y a des pseudomédecines qui sont fréquentées par des millions de personnes et qui sont factuellement fausses et qui sont pourtant appréciées par les gens, et les gens témoigneraient du bien fondé de ça. Le témoignage n'est pas une preuve. On verra sur les pseudomédecines, dans un cours particulier, les biais inhérents à ce domaine bien précis. Mais là, juste pour ces questions de témoignage, il y a des psychologues qui sont penchés là-dessus. Est-ce que les témoignages que l'on a dans notre tête, ils tiennent bien la route? J'adore là, ce je vous ai cours, une des expériences qui m'a plus fait marrer à l'époque. Elle a 12 ou 13 ans, cette expérience. C'est Richard Wiseman, c'est un collègue d'Angleterre qui fait beaucoup de bouquins sur le paranormal, qui est un sceptique assez connu, Wiseman, avec sa collègue Greening. Ils ont fait une expérience, ils sont partis sur Uri Geller et les torsions de cuillère. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait 2 groupes d'à peu près 100 étudiants, si je me rappelle bien. Et dans le premier groupe, il y avait quelqu'un qui venait, qui faisait une démonstration d'une torsion de cuillère. Il tordait la cuillère, puis il la posait sur la table. Dans l'autre groupe, il faisait la même chose, il tordait la cuillère, il la posait sur la table, et il disait « Regardez, elle continue à se tordre ». C'est la seule différence. Vous voyez, quand on fait des tests en psycho, on change un paramètre à chaque fois. Et donc, le seul paramètre qui changeait, c'était la phrase intimante « Regardez, elle continue à se tordre ». Voyez. Et donc, dans le groupe que j'appelle sans... Ça dépend de la tête qu'il faisait en disant ça. Dans le groupe sans suggestion, c'est-à-dire on a suggéré que la torsion de cuillère se continuait, à part peut-être 2 qui avaient peut-être un peu trop fumé de marijuana la veille, personne n'a vu la torsion se continuer. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de torsion. Une fois que c'est tordu, pouf, elle est posée, quoi. À moins que vous utilisiez un matériau à mémoire de forme, mais ce n'était pas le cas là. Vous voyez. Par contre, avec le groupe suggestion, et là, c'est assez stupéfiant, ces résultats. C'est-à-dire que là, on monte à 38% des gens qui ont vu ce que la personne autoritaire leur a dit de voir, quoi. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est flippant. En vrai, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est flippant. Ça veut dire qu'il suffit qu'il y ait une certaine forme autoritaire qui soit donnée au moment où on apprécie une situation pour que ça déforme ce qu'on a perçu avec nos propres yeux, à jeun. Et c'est dingue. C'est complètement dingue. Alors, alors, quand on voit les conneries que nous disent à nos ministres, des hommes politiques et les médias à longueur de journée sur les chaînes d'infos continues de droite et d'extrême droite, là, eh ben, ça fait flipper, effectivement, parce que les gens sont influençables et ils sont influencés. Après, ils vont voter pour les fachos. Parce que les gens ont dit « Ah, il y a des raz-de-marée de migrants et tout », alors que la réalité, c'est non. C'est François Héran sur cette même chaîne qui nous le dit. Voilà. Donc, on se fait abuser, en fait, pour répondre à des intérêts politiques particuliers et qui attisent la haine entre les gens, et c'est scandaleux. Voilà. Il n'y a pas que les petites cuillères qui sont tordues dans cette histoire. Les étudiants qui se sont amusés à faire ça, la publication, elle est là, hein. J'ai mis la référence là. Je l'ai aussi, je pourrais vous la mettre en goodies si vous voulez, c'est de l'anglais, mais pas très compliqué à comprendre. Les étudiants s'emparent parfois de ces questions, notamment en jouant sur... alors là, c'est un travail qui était, je vous reparlerai quand on parlera des médias, un effet en zététique qu'on appelle l'effet impact, c'est-à-dire jouer sur la connotation d'un mot plutôt que sur sa dénotation réelle. Par exemple, je ne sais pas si vous aimez pas quelqu'un
quelqu'un, vous dites quand il est mort, vous dites un cadavre. Si vous aimez bien, vous dites la dépouille. Vous voyez, pourtant, c'est la même chose, c'est le corps du mort, mais il y en a un, on sent qu'on l'aime pas trop, quoi. Le cadavre, ça pue, bon, voilà. La dépouille, c'est respectueux, vous voyez. On joue sur ça. Eux, ce qu'ils se sont amusés à faire, vous voyez, c'est un groupe d'étudiants qui a fait ça, et ça fait un très bon dossier. Ils ont pris une photo d'une voiture qui avait été endommagée par un accident. Ils ont posé la question, à votre avis, quel était le degré de gravité de l'accident? Peu grave, grave, très grave ou mortel. Comment qualifieriez-vous l'état du pare-brise? Est-il endommagé, assez endommagé, etc. Et en fait, tout ce qui changeait, c'était au début. Et alors disait, la phrase qui était introductive, c'était « Voici la photo d'une voiture ayant été, premier groupe, accrochée. Et dans le deuxième groupe, on changeait un seul mot, percuté. Et on ne changeait rien d'autre. Et on regardait si l'évaluation des dégâts était différente selon qu'on avait introduit avec le mot accroché ou le mot percuté. Et c'est flippant, les résultats, c'est vraiment flippant. Hein. C'est-à-dire qu'en rouge, vous avez percuté et on voit bien le décalage qui se fait. Vous voyez, le décalage dans l'évaluation de la gravité. Pour la même photo, hein, c'est vraiment manifeste comme effet. Pareil pour les dommages subis sur le pare-brise, quoi. 3 fois plus de gens considèrent le pare-brise comme très endommagé juste parce que le mot a changé. C'est là où on peut dire que quand vous lisez un journal, quand le titre recèle déjà bien souvent des connotations qui ne sont pas précisées, quoi. Lisez n'importe quel titre du Monde ou du Figaro, vous verrez. Hein. Les journalistes, parfois même sans s'en rendre compte, dans la pub, je laisse imaginer, utilisent hein. des effets impact. Et c'est presque immanquable, on a du mal à ne pas le faire. Mais en fait, si on utilise un effet impact, ça veut dire qu'on va jouer sur l'appréciation de la situation, donc ça veut dire qu'on manufacture notre consentement. On fabrique notre opinion, contre notre gré. On nous force à se dire que, je sais pas, lisez sur... j'ai aucune affection particulière pour Poutine, mais quand les médias classiques en France traitent de Poutine, c'est souvent négatif, quoi qu'il arrive. Vous voyez? Quand c'est... Bon, Trump aussi, par exemple, Trump aussi. Obama, non, vous voyez? On sent que... Laissons-nous juger sur fait si vraiment Trump est aussi horrible qu'on pense, quoi. Et il y a des faits qui laissent penser que c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas besoin de nous manufacturer le consentement, quoi. Non, vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a d'autres expériences vraiment faciles à faire. Une que Henri Brock aimait bien faire, c'était par exemple, bon, vous pouvez le faire si vous voulez, hein, il s'agit de fermer ses yeux, vous pouvez fermer vos yeux comme ça, si vous voulez que ça marche, il faut fermer ses yeux. Fermez vos yeux, puis vous imaginez ce matin au moment où éventuellement vous avez pris un petit déjeuner. Donc vous fermez vos yeux, vous dites, ah bon, ce matin je prenais mon petit déjeuner, alors voilà, rappelez-vous où vous étiez, ce que vous avez mangé, des céréales, du pain, du jambon, j'en sais rien, n'importe quoi. Et en gros, ça va donner généralement un truc comme ça. Soit si vous êtes vraiment... classieux et à l'hôtel, vous êtes comme ça, soit vous êtes... bon, il ne fait pas assez beau pour que ce soit ça, mais quand il fait beau, c'est ça, ça peut être ça, ça peut être ça si vous êtes vraiment un énervé du matin. Nos souvenirs sont généralement comme ça, là, du matin, quand on y pense. Sauf que, en fait, si vraiment on se remémore la scène qu'on voit le matin, on devrait voir quoi? L'arête de son nez et un bol ou une tasse qui monte et qui descend. Subjective. RPG. Quoi. C'est tout, on ne devrait pas se voir dans la scène. Et bizarrement, notre cerveau recrée la scène et on se voit dedans. Ouais. Et c'est très souvent que quand on se remémore des scènes, on se voit dans la scène. Mais c'est pas possible de se voir dans la scène, il faudrait être en dehors de soi-même. Vous voyez, c'est pas possible de se voir de l'extérieur. Et pourtant, c'est très souvent que notre cerveau reconstitue des scènes en nous mettant dedans. Moi, j'ai des souvenirs petits, je jurerais qu'ils sont vrais, mais connaissant tous ces résultats-là, je suis quasiment certain que je les ai recomposés à partir de ce qu'on m'a raconté. Et donc, est-ce que c'est vraiment mon souvenir ou est-ce que c'est un souvenir que je me suis reconstruit? Alors, quand vous savez qu'en plus, généralement, quand on raconte son histoire personnelle, on a tendance à enlever les trucs pourris qu'on a fait et à mettre les trucs plutôt sympas. C'est-à-dire que même dans notre façon de raconter notre existence, eh ben, c'est déjà frauduleux, quoi. On n'est pas très très fort pour l'objectivité sur son propre cas, quoi. Donc, notre mémoire à nous sur nos propres souvenirs est déjà assez discutable. T'as déjà fini? Bah. C'est trop court ces épisodes-là. C'est nul ça. J'en change le générique, moi. Ah non, j'ai coupé ça. Plus sympa comme ça, je sais pas. Pas étonnant que j'ai personne sur le texte. Si je chante. Notamment sur la question, est-ce qu'on peut recréer des
des faux souvenirs chez des individus. Est-ce qu'on peut recréer de toutes pièces des faux souvenirs chez des personnes? Et une des personnes qui a le plus travaillé là-dessus, c'est cette dame-là, Elisabeth Loftus, qui est ici. Ouais, les psychanalystes sont Et Loftus, beaucoup, elle a fait ça, plein non d'expériences. Ça fait 40 ans qu'elle bosse là-dessus. Elle a fait un noir d'expérience là-dessus. Je vous en donne quelques-unes. En 79, elle projette un film avec une voiture qui s'approche d'un carrefour comme là. Vous voyez les deux photos qui sont là. Et il y en a une qui a été bricolée. Ils ont remplacé le stop par un cédé le passage ici. Vous voyez, donc le premier groupe se tape cette arrivée de voiture, et puis qui repart après sur la gauche, je crois. Et puis c'est un stop. Et puis ici, c'est le cédé le passage. D'accord ? Question commune. Qu'a fait la voiture en arrivant au signal stop? C'est la question qui était posée après le film. C'est dégueulasse. Et en fait, une semaine plus tard, le deuxième groupe, celui qui avait le panneau avec, vous voyez, le passage, et ben, la question était quelle était la signalisation du panneau à l'entrée du carrefour. Et là, en fait, vous voyez, en posant la question, en glissant l'élément stop dans la phrase, les gens recréent le souvenir du stop alors qu'ils ont vu un autre panneau, quoi. Et donc, c'est plus de 50% des témoins du deuxième groupe qui affirmèrent que le panneau était un stop. Vous voyez, bon, ça vous semble être un détail. N'empêche que sur une scène de crime, par exemple, si des gens doivent témoigner, bah, ce genre de détail peut être important, quoi. Alors, elle était plus loin. Hein. Bon, on peut dire que la formulation de la question suffit à modifier le souvenir d'un épisode dans une certaine mesure, mais elle était bien plus loin. Elle a fait des trucs vraiment géniaux. Elle a fait un autre film avec un véhicule qui roule. Quelle est la vitesse, groupe 1, quelle est la vitesse du véhicule au moment où il a dépassé la grange? Deuxième groupe, quelle est la vitesse du véhicule? Mais elle ne parle pas de la grange. D'accord. Et puis après, elle leur demande à tous, avez-vous vu la grange dans le film? Elle leur demande à tous 7 jours plus tard, hein, si je me rappelle bien dans le protocole. Et dans le groupe 2, qui était le groupe contrôle, quelle était la vitesse du véhicule? Vous voyez, 3% se souviennent avoir vu la grange. Dans le groupe 1, où on plaçait l'élément grange dans la question, on passe à 17%, ce qui est énorme. Mais il n'y avait pas de grange. Il n'y avait pas de grange. C'est ça qui est flippant. Il n'y avait pas de grange. Donc la façon de formuler les choses, vraiment, a un impact et peut créer des nouveaux éléments dans le souvenir. C'est un drame, vous vous en doutez, sur le plan juridique. C'est un drame aussi parfois dans certains cadres thérapeutiques où il y a des psys. Alors quand je dis psy, je fais exprès d'utiliser le préfixe psy parce que très souvent, chez nous, ici en France en tout cas, on a tendance à ne pas être très précis sur ce qu'on entend par psy. Derrière le mot psy, vous avez 5 trucs différents. Le premier, on ne va pas le garder, c'est psychopathe. On l'enlève parce que c'est une thérapie un peu particulière. On ne garde pas ça. Vous avez psychothérapeute, psychanalyste, psychiatre et psychologue. Il y a des grosses différences entre. Vraiment, c'est pas la même chose, quoi. Les psychiatres sont des médecins avec une spécialité psychiatrique, donc de 3 ans en plus, donc c'est 10 ans d'études, normalement indexés sur un programme national, etc. Il y a un contenu scientifique derrière. Ça ne veut pas dire que le psychiatre ou la psychiatre que vous allez voir, c'est quelqu'un de sympa. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas à la merci des industries pharmaceutiques, par exemple. Ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire qu'au moins, elle en a sous la semelle au niveau scientifique, quoi. Vous voyez, c'est une formation qui est authentifiée en quelque sorte. Chez les psychologues, il y a plusieurs chemins, mais en gros, soit vous avez un doctorat de psychologie, soit vous faites un master 2, puis après vous pouvez. Il y a plusieurs versants, il y a des psychologues pour enfants, etc. Mais il y a aussi un contenu. D'accord, il y a un contenu. Psychanalyste, il n'y a pas de contenu précis, tout dépend de l'école dans laquelle vous allez. Et généralement, on dit que pour être psychanalyste, il faut avoir vécu une psychanalyse soi-même, une didactique soi-même, et adhérer à une école. Donc vous voyez, en termes de contenu, c'est déjà vraiment problématique, quoi. Et les psychothérapeutes, c'était encore pire, jusqu'en 2011, n'importe qui pouvait mettre sa plaque psychothérapeute. C'était pas protégé comme nom, donc n'importe qui pouvait le mettre. Et depuis, ils ont créé une loi qui est un peu particulière, à mon goût. Ils ont dit ne pourront se revendiquer comme psychothérapeutes que les gens qui peuvent justifier qu'ils font ce qu'ils font depuis un certain nombre d'années. C'est bizarre, quoi. À mon avis, ils ont fait ça pour éteindre le problème, si vous voulez. Ils se sont dit, les anciens qui pratiquent, on ne va pas les faire chier, sinon ils vont râler. Donc ceux qui ont fait ça depuis plus de 5 ans, on les laisse tranquilles. Puis les nouveaux, ils ne pourront pas s'installer, quoi. Comme ça, on éteindra le problème des psychothérapeutes autoproclamés qui pullulent de partout, quoi. Et en fait, ça n'a pas bien marché, parce que maintenant, il y a des biopsycho-énergéticiens, il y a des bio-machins, dans tous les sens, magnético, psycho, trucs. Enfin, n'importe qui peut bricoler son... Mais des titres qui désignent vraiment un diplôme avec un contenu derrière, il n'y en a pas tant que ça. Vous avez psychologue et psychiatre. Hein. La biodynamique. Alors je vous dis ça parce qu'il y a pas mal de gens dans le domaine de la psychothérapie un peu improvisée qui utilisent des méthodes qui sont vraiment glauques et qui mettent en jeu la mémoire. On parle parfois de thérapie de la mémoire retrouvée. Ce sont des gens qui vont, par des processus plutôt insidieux, faire renaître en vous le souvenir d'un inceste dont vous n'avez pas la mémoire, ou d'un viol ou d'un abus sexuel sur vous, parce que tous les problèmes que vous avez viennent forcément, dans leur théorie, d'un problème sexuel dans votre enfance. Je vous ai amené un extrait qui était passé dans un reportage avec caméra cachée d'un type qui était vivant encore à l'époque, qui s'appelait Bernard Lampert, mais qui est décédé maintenant, et qui pratique ça.
Et vous allez voir, je ne vais pas vous faire pleurer au début, mais n'empêche que vous allez voir que ça a vraiment des dégâts sociaux assez importants. Hein. Le jour où leur fille se rend chez un psychothérapeute pour une consultation. Après quelques séances, la jeune fille décide de couper définitivement les ponts avec sa famille. Le comportement de ma fille a changé progressivement. Elle a commencé par se séparer de ses meilleurs amis, puis à vouloir se séparer de son conjoint. Et enfin, en milieu d'année, elle s'est séparée de nous. Autrement dit, elle a rompu tout ce qui était son cercle familial le plus proche. Mais elle vous a accusé de quoi ? Un exemple caractéristique, quand elle avait 2 ans, suite à une crise que tous les enfants font, une colère magistrale, sa maman l'a mise dans le bain. Et elle n'avait aucune raison de s'en souvenir, bien sûr, on lui a raconté. Et elle a mis ça en évidence comme étant une caractéristique des violences de sa maman. Et ça s'est très mal terminé parce qu'elle a fini par dire à sa mère au téléphone « Tu n'es plus ma mère ». Vous comprenez que ma femme, voyant ça, s'est mise à pleurer, bien sûr. Et vous avez des nouvelles d'elle ? Plus aucune. Hélas. La dernière fois qu'on s'est vus, excusez-moi. La dernière fois qu'on s'est vu, elle m'a traité de salopard. Face à ça, j'ai pas de réponse. Je peux plus rien faire. Ce psychothérapeute n'est pas un inconnu. Il est le fondateur d'une association qui, il y a quelques années, avait été déclarée dangereuse par la mission anti-secte. Nous décidons de prendre rendez-vous avec lui pour une consultation. Des murs blancs, un cabinet dépouillé quelque part dans Paris. Notre collaboratrice se fait passer pour une patiente. Elle débute en parlant des crises d'hystérie de sa mère. Bonjour monsieur. Bonjour. Elle commençait à divaguer dans la cuisine. Elle disait qu'il fallait pas que je sorte, à fermer la porte à clé. Immédiatement, le psy interprète cela comme des crises de délire. Il fournit à sa nouvelle patiente une première explication. Dans le délire, il y a un sens caché, il y a un sens au second degré. Mais le délire n'est pas n'importe quoi. Il est chargé de sens. C'est ce qu'on ne peut pas dire directement, alors on fait le détour. Après 10 minutes d'entretien, le psychothérapeute pense avoir trouvé les causes du délire de la mère. Il expose son hypothèse. Les manifestations de souffrance chez votre mère peuvent correspondre effectivement pour une femme qui, enfant ou adolescente, a pu être victime d'atteinte sexuelle. Notre collaboratrice poursuit. Elle parle de ses vacances lorsqu'elle était adolescente, lorsqu'elle passait l'été sans ses parents chez son grand-père. Vous y alliez souvent ? Oui. Avec vos parents ou sans ? Non, parce que des fois, justement, on était à Rome et puis... Le psy a désormais tous les éléments pour fournir ses conclusions. Si votre mère a été victime de son propre père, pourquoi vous envoyez-elle en vacances là ? Oh, bah, Bérou l'a fait aussi. Hein. Enfin, Mais justement, si elle avait été victime, elle ne m'aurait pas envoyé. Pourquoi j'aurais m'envoyé dans la... Oui, par emprise. Parce qu'en fait, les anciennes victimes peuvent, ce n'est pas systématique du tout, réexposer leurs enfants. Ça ne veut pas dire qu'elle voulait vous faire du mal. C'est pas ça. Si elle se trouve... Mais que c'était plus fort qu'elle. Voilà, cela fait exactement 20 minutes que le psychothérapeute connaît sa patiente. Il vient de lui asséner que sa mère l'envoyait chez son grand-père pour la placer en danger d'inceste. Même si ces hypothèses sont justes, l'attitude du psy est-elle responsable ? Le psychothérapeute est-il autorisé à asséner auprès d'une personne fragile des vérités aussi lourdes sans que la patiente ait été auparavant préparée à les entendre ? Je suis vraiment confuse. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des psychothérapeutes qui font n'importe quoi, qui mettent des gens dans des situations de stress, d'agression psychologique extrêmement intense, soit individuellement, soit en groupe, et ensuite qui les laissent en dérive sans aucune assistance. Moi, j'ai eu dans ma pratique quotidienne à récupérer les dégâts de psychothérapeutes autoproclamés, de psychanalystes autoproclamés, de psychiatres incompétents qui pratiquent quelque chose qu'ils maîtrisent plus ou moins bien, qui désorganisent le patient du point de vue psychologique et ensuite qui le laissent se débrouiller pour se reconstituer en disant « moi je m'en lave les mains maintenant qu'il évolue et qu'il grandisse tout seul ».
Malsain, hein. Généralement, ces thérapies de la mémoire retrouvée, elles prennent corps sur un corpus qui est maintenant moribond, hein, je vous l'ai déjà dit. Le freudisme est vraiment un héritage que la plupart des psychologues ont abandonné, et avec notamment la notion d'étiologie sexuelle des névroses, avec l'idée que soit ce que vous avez comme mal-être maintenant viendrait d'un abus sexuel ou d'une situation sexuelle dans votre enfance, soit ce qui a bricolé Freud ensuite, soit de l'envie que vous auriez eu potentielle d'avoir un truc dans votre enfance qui soit de type sexuel. Enfin, en gros, le truc irréfutable, quoi. Donc méfiez-vous de ça, et sachez surtout qu'il est impossible, une fois qu'un souvenir a été recréé de toutes pièces comme celui-là, de distinguer entre un vrai et un faux souvenir. Il n'y a pas de moyen, on ne connaît pas de moyen de faire ça. Il y a plein d'expériences depuis qui ont été menées et qui sont très délicates à monter par notamment Jacqueline Pickrell, Loftus, tous ces gens-là, pour montrer comment faire pour démontrer qu'on peut implanter des faux souvenirs sans pour autant que ce soit moralement dégueulasse de faire ça sur des sujets. Alors, il s'était amusé à faire des expériences qui ont été assez célèbres. Il y en a une qui est vraiment géniale, qu'on appelle l'expérience de Bugs Bunny. Je vous la raconte rapidement, hein. Elle avait demandé à ses étudiants d'aller prendre un petit cousin ou un petit frère ou un petit neveu dans leur famille, ou une petite sœur ou une petite cousine, et en leur racontant une sortie à Disneyland qu'ils avaient probablement fait dans leur enfance. Ils gardaient les cas, donc des enfants qui avaient fait une balade à Disneyland. Il leur disait, tu te rappelles de quoi? Alors il leur faisait raconter un petit peu, puis il leur disait, tu te rappelles le château de la Belle au bois dormant? Ah bah oui, et puis des éléments qui sont vraiment réels, quoi. Puis après il disait, tu te rappelles, on a mangé une glace? Ah ouais, peut-être bien, oui, c'est vrai, oui, ça me dit quelque chose. Et puis tu te rappelles pas, il y a Bugs Bunny à un moment qui est arrivé, qui t'a pris dans ses bras. Et puis la personne dit, ah bon, ça me dit rien. Puis en fait, vous revenez une semaine après, puis vous redemandez. Puis elle dit, ah oui, je me rappelle maintenant, ça m'est revenu et tout. En fait, c'est pas possible. Et c'est là qu'on a la preuve qu'on peut recréer des faux souvenirs. C'est pas possible que Bugs Bunny vous prenne dans ses bras dans Disney, parce qu'il s'est gouré de crèmerie. Et c'est pas un personnage de Disney, Bugs Bunny. Il vient de la Warner. Donc ça veut dire qu'il s'est trompé de maison. Vous pouvez pas croiser Bugs Bunny, à part si c'est un client qui se promène, qui s'est déguisé, quoi. Mais c'est pas possible, normalement. Et puis il y a eu d'autres expériences. Je vous en ai mis une en lien, qui est assez flippante, sur comment auprès d'étudiants on a pu recréer un faux souvenir. Ça, c'est Porter et sa collègue qui s'appelle Shaw, je crois, qui ont recréé en 2015 une expérience qui consistait à des étudiants de votre niveau, de votre âge, à recréer chez eux un souvenir de quelque chose qui était de l'ordre du crime dans leur enfance et qui était faux. En partant de vrais souvenirs et en greffant une fausse histoire à côté. Et ben, avec le temps, vous arrivez à convaincre, je crois que c'est plus des 2/3 des étudiants qui, à la fin, oui, c'est vrai, je me rappelle de cette agression à main armée que j'ai fait à l'âge de 12 ans, vous voyez. Ah ouais. Et c'était pas vrai. C'est flippant, hein. Éthiquement parlant, c'est difficile à construire, hein, parce que vous pouvez désorganiser complètement une personne et la mettre mal à l'aise. Le monsieur que vous avez vu parler s'appelle Jean-Marie Abgral. Il est auteur de plusieurs bouquins de psychologie sociale dont je vous parlerai dans le cours spécifique. Sur les thérapies de la mémoire retrouvée, vraiment, c'est important. Si des gens, thérapeutes, disent être capables de faire réémerger des souvenirs que vous avez enfouis, à ma connaissance, ça n'existe pas de faire réémerger des souvenirs enfouis. Voilà. Donc si on vous fait réémerger, reconstruire lentement, patiemment un souvenir d'abus, méfiez-vous, quoi. Là-dessus, il y a quelques bouquins, et notamment, on a une grenobloise qui bosse beaucoup là-dessus, Brigitte Axelrad, qui est souvent venue dans ce cours ici, que j'apprécie particulièrement. Elle a fait des articles qui sont en ligne, qui est très facile à trouver. Elle a fait un petit bouquin aussi qui est très très facile d'accès. Vous avez aussi le gros bouquin de Loftus qui est ici, écrit avec Madame Ketcham, que j'ai au bureau en 2-3 exemplaires. Voilà. Donc je vous encourage à compulser ces ouvrages-là si vous êtes confronté à ce genre de choses. Voici la référence de l'étude de Shaw et Porter, je vous la mettrai en lien aussi. C'est terrible. On a même fait aussi ça sur des militaires. Et recréer des faux souvenirs lors d'attaques. Et ça marche. Enfin, c'est absolument terrifiant, quoi. Ce qui fait que le vrai problème moral que ça pose, c'est dans quelle mesure, en justice par exemple, quand le témoignage fait office de preuve, quel crédit donner au témoignage? Quand on sait, je sais pas, peut-être vous êtes trop jeune pour vous rappeler de ça, parce que ce mec a été il faut le dire, décapité quand même. Il a été décapité en 1976, l'année de ma naissance, je suis né en 1976. Il a été décapité, c'est l'antépénultième, l'avant-avant-dernier à avoir été décapité en France. Il s'appelait Christian Ranucci. Il a été condamné dans le cadre d'une affaire de meurtre d'enfants qui s'appelle l'affaire du pullover rouge. Et... Mes parents avaient un livre qui s'appelait comme ça, qui devait raconter cette histoire. Je ne savais pas du tout ce dont il était question, mais moi je me souviens de cette couverture de bouquin, pullover rouge. Ça, c'était très mystérieux. Et l'essentiel des choses qui l'ont accablé, c'était des témoignages visuels plus ou moins foireux, quoi. Et Valéry Giscard d'Estaing, à l'époque, avait refusé la grâce. Et il a été décapité, quoi. Il faut se rappeler que jusqu'en 1978, on a décapité les gens en France. C'est quand même étonnant, hein. On a du mal à s'en rappeler de ça. Donc rappelons-nous qu'environ 30% des innocentés, les chiffres sont disponibles, hein, après test ADN, avaient avoué.
Ce qui pose le problème des contraintes que la police ou l'incarcération vous met quand vous êtes privé de sommeil, complètement flippé, on vous accuse d'un truc, à force de le répéter, de vous faire répéter, de vous faire répéter, c'est pas impossible qu'on recrée des faux souvenirs et que les gens se mettent à avouer des trucs qu'ils n'ont pas fait. Vous voyez, ils sont disculpés après test ADN. Un exemple, Patrick Dils, et c'est pour ça que la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais dédié ce cours à 2 personnes. Une personne qui est encore vivante, Patrick Dils, une personne qui est décédée l'an dernier, au mois de septembre, je crois, c'est Roland Agré. Les 2 ont fait 15 ans de tôle pour rien. Voilà, je tenais à le dire. Donc si un jour vous devez témoigner contre quelqu'un, rappelez-vous que le témoignage est loin de faire office de preuve. Et que si on veut se rappeler de la couleur d'une voiture qui a percuté quelqu'un, 10 minutes plus tard, il n'y a aucune chance que vous soyez sûr de vous, même 5 minutes plus tard. Au début, je voulais faire un truc comme ça. Je sais qu'à la DGSE, ils font ça. Des fois, il y en a un au milieu de l'amphi, en plein milieu du cours. Il se lève et puis il tire à bout portant sur le prof. C'est un gilet pare-balles ou c'est une arme à feu, c'est une arme à blanc, si vous voulez. Et en fait, la personne après s'enfuit. Et puis tout le monde est paniqué, évidemment. Et puis après, on dit non, c'est une expérience. Essayez de décrire sur une feuille à quoi ressemblait la personne. Et en fait, les gens, même qui font partie des services secrets et qui sont en train de se former, sont pour la plupart incapables de se rappeler de la tronche de la personne. Parce que la plupart du temps, les gens sont fixés sur l'arme. L'arme, c'est flippant, une arme, quoi. Donc, on regarde l'arme. La plupart des gens ne se trompaient pas sur l'arme, mais ils ne se rappelaient plus du nombre de coups tirés, par où était partie la personne. Et par contre, ils témoignaient très souvent quand même d'un type ou d'un faciès particulier. Et là, on note un truc vraiment très troublant. C'est que les témoignages, ce dont se rappelaient les gens de la personne qui avait tiré, ça allait toujours vers le sens des stéréotypes sociaux. C'était souvent un arabe, entre guillemets, quelqu'un de basané. Vous voyez comme c'est dingue. Notre cerveau, il est imprégné de conneries, quoi. C'est assez terrible. Bon, bref. Voilà, autodéfense intellectuelle. Nos sens peuvent nous tromper, rappelez-vous de ça, à vie, quoi. Le tri des données, fausse l'interprétation. Méfions-nous de nos témoignages. Et notre mémoire est suggestible et facilement détournable. C'est intéressant, hein. Moi, j'adore ce cours-là. C'est vraiment, ça te remet en question pas mal de trucs, quoi. Hein. Ouais, la pub, super. Ça te culpabilise de la changer. C'est horrible. Mm-hmm. Bon, ça suffit, c'est insupportable. Je suis désolé. Alors, donc j'avais dit que je reprenais ces couleurs-là. En fait, c'est juste le blanc, apparemment, qui... Ça, c'est... J'aborde maintenant la question du sous-pesage des hypothèses. Je vous ai mis ici l'image de Peter Parker. Je pense que vous connaissez Peter Parker, hein, le célèbre Spider-Man, avec son sens araignée. Moi, ce que j'aime bien, c'est son sens araignée, qui s'agite quand il y a un danger. Bon, pas pour n'importe quel danger, c'est ça qui est bizarre, mais bon. Voilà. Et ça s'agite. Voilà, ce que j'aimerais, c'est qu'avec ces outils-là, vous ayez votre sens qui se dresse quand il y a quelque chose qui cloche. Donc, je vous donne quelques outils, vous allez en avoir quelques-uns là-dedans. Et sachez qu'il y en a beaucoup d'autres et des plus précis, mais là c'est vraiment une base généraliste. Pour prendre ça, pour faire ce petit exposé là-dessus, j'ai pris plein de sujets paranormaux. Après, je sortirai un peu du contexte paranormalo-mystérieux parce que je ne veux pas m'encrouter dedans, mais je sais qu'on m'en demande beaucoup. Par contre, n'attendez pas, je vous donne des réponses à tout. J'ai envie de vous donner envie d'aller farfouiller par vous-même. Donc, je vous donnerai quelques petites pistes au passage. Et j'aborde ça par le versant crop circles. Les crop circles, qu'on appelle aussi plus scientifiquement les agroglyphes, vous savez, ce sont les fameux dessins dans le blé, de forme géométrique, souvent dans le blé, enfin dans les céréales, qui sont réalisés de nuit, nuitamment, et que l'on découvre le matin et qui font fantasmer pas mal de gens, à commencer par Shyamalan, qui est le réalisateur du film Signs, dans lequel jouait Mel Gibson. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, assez marrant. Les crop circles, vous avez une pléthore un peu partout qui ont été décrites depuis 25 ans à peu près, et sur Internet, vous allez... Marika Junistrom, ça me fait plaisir de te voir. Voici quelques-uns. Là, l'étude des crop circles, elle s'appelle la céréalogie. Je me suis dit que ce terme vous ferait plaisir. Et donc, vous en avez plein, et des vachement compliqués. Hein. Tellement compliqués que, si vous regardez ici, par exemple, dans celui-ci, qui est le bonhomme Roswell, assez connu, il y a un code binaire qui est dans ce disque, qui a été décrypté par des étudiantes de pharmacie il y a une dizaine d'années. Il y a vraiment un message qui est disposé dedans. Donc, c'est des formes géométriques dans le blé qui, parfois, contiennent des messages.
Alors, vous avez des sites entiers qui recensent ça, et c'est l'occasion pour moi de vous dire qu'il faut se méfier d'un truc dont je vous ai déjà parlé, c'est l'exposition sélective. Nous avons tendance à nous exposer médiatiquement qu'à des choses qu'on aime bien. On le fait parfois sciemment, et parfois Circle de Richard, ouais. pas vraiment oui, sciemment. C'est rigolo. Il y a une, tu as raté une séquence très intéressante où il parlait de la création de faux souvenirs par les psys et de mentalisme et de création de faux témoignages ou du manque de fiabilité des témoignages des gens en général. Hein, voilà. Donc c'était vraiment intéressant. Et Crop Circle, c'est rigolo aussi. Sciemment, c'est quand par exemple si on aime bien les trucs bizarres, on va aller lire les revues bizarres, on va aller farfouiller de la littérature bizarre ou des sites bizarres ou des sites un peu complotistes, etc. On aime bien, donc on va accumuler des demi-preuves dans le sens de ce qu'on aimerait bien, on s'expose sélectivement à ça. L'autre manière qui est moins consciente, bien souvent parce que beaucoup d'étudiants ne maîtrisent pas l'outil informatique qu'ils utilisent, c'est le fait de se connecter avec des identifiants, de se connecter à un compte Gmail, par exemple, puis après surfer sur un moteur de recherche comme Google avec son compte Gmail, ce qui fait qu'après l'indexation des items que vous allez avoir est très orientée, non pas par une algorithmique qui vise à vous donner un panel large de ce qui se passe, mais bien viser ce que Google présume que vous aimerez. Ce qui fait qu'on vous sert la soupe qui vous fait plaisir. Et donc, je vous parle de ça parce que ici, quand vous allez sur les sites qui vous montrent les crop circles, ils sont tous beaux. Ils sont tous réussis et tous très beaux. Si on prenait le temps de farfouiller un peu, on en trouve aussi des ratés, ce qui donne un peu un indice sur si vraiment ce sont des extraterrestres, qui est une des hypothèses qui viennent faire ça. Il y en a qui sont vraiment très ratés. Là, je vous ai mis le crop de Sheffield, qui est assez connu pour être un magnifique, moche crop circle, peut-être le plus moche qui ait jamais été réalisé. Et je pense... Mais pourquoi il n'y aurait pas des extraterrestres bourrés qui feraient des trucs complètement à l'arrache? Pourquoi ils seraient parfaits, les extraterrestres? Il n'y a pas de raison. Bon, ok, ils ont parcouru une grande distance pour venir faire ces crop circles pour des raisons obscures, mais ça ne veut pas dire que c'est des génies à chaque fois du crop circle. Bon, après, c'est sûr qu'on peut se dire que s'ils ont parcouru 12 millions d'années, 12 années-lumière, je veux dire, ou je ne sais combien d'années-lumière, pour juste venir faire un dessin sur un champ sur Terre, et ils vont s'appliquer, mais peut-être des fois, ils sont fatigués du voyage, tu vois, ou alors ils ont picolé pendant le voyage, ils se sont dit, oh là, putain, je suis défoncé, je dois faire le crop circle, là, j'en peux plus, quoi. Bon, fais un truc à l'arrache, ça ira bien, ouais, t'as raison. Clorx 27. Je pense qu'il y a un mec bourré qui est parti par là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou alors l'extraterrestre était vraiment éméché. Voilà. La plus vieille exposition, alors ça c'est pour vous donner un peu la teneur de ce que j'attends de vous dans vos dossiers, refaire l'histoire un peu, la notion. Ou alors ils ont l'air ratés, mais c'est parce que juste nous, avec notre vision d'humain imparfaite, on n'est pas capable de voir qu'en fait il est suprêmement réussi, mais peut-être dans une dimension auquel on n'a pas accès, quoi. C'est ça. Peut-être il y a plein de crop circles qu'on voit même pas parce que ils sont cachés à nos yeux de profanes. Peut-être ils sont dans des fréquences qu'on voit pas. Tu vois, sans y passer trop de temps, mais au moins regardez d'où ça sort, qui sont les premiers à avoir parlé de ça et tout. Donc si vous faites ce boulot-là sur les crop circles, vous allez trouver que la première gravure qui fait état de ça, c'est Invoquer le diable faucheur de Mowing Devil. C'est dans une gravure sur bois de Hertfordshire en 1678. Donc c'est pas hier. Par contre, en 2017, il y a encore de nouveaux crop circles, même en France. Là, c'est à Sarrebourg. Enfin, bon, c'est pas en 2017, mais c'est en 2015. Mais il y a une série en fait vers Sarrebourg. De 2015 à 2017. Le Républicain Lorrain s'en fait des gorges chaudes à chaque fois. Dans le Cher, pas très loin de Bourges, il y a eu ça au mois de juin. Il y a un beau drone qui a été filmé ça. Et puis ici, vous avez le 22 octobre, là, c'est donc il y a 2 semaines, dans le Républicain Lorrain, encore un article sur Saint-Avold et les crop circles entre doute et fascination. Et il y a un monsieur qui est interviewé comme un expert, et qui est pas un expert du tout, pour le coup, mais bon, et qui dit « Les auteurs des crop circles sont des êtres de lumière très avancés, très discrets, qui nous protègent depuis très longtemps, mais on ne peut pas les voir. » Moi, quand j'entends ça, j'entends toujours la licorne invisible et rose. Je vous renvoie au cours numéro 2. Alors après, il faut faire la liste des hypothèses. Et les hypothèses, il y en a plein. Quand vous surfez un petit peu, vous en rencontrez plein. Alors vous avez les extraterrestres qui se posent et qui repartent. Alors on peut se demander pourquoi ça ferait des cercles. Parce que ça serait une soucoupe ronde. Ok, mais si c'est des ronds, des trucs un peu tordus et tout, comment la soucoupe fait ça? C'est un autre problème.
l'hypothèse des extraterrestres, les esprits de la Terre. Certains invoquent les esprits de la Terre qui feraient remonter des sortes de borborigmes qui aplatiraient les récoltes. Des vortex plasmatiques. Après, ça se complexifie. Vous avez par exemple Levengood qui est en photo ici, qui défend l'idée des vortex plasmatiques créés par des petits tourbillons locaux d'air ionisé. Il n'a pas de preuve à ça, mais il le pense très fort. Il y a la théorie de Hasselhoff qui s'appelle les balls of light, les balls of light, des boules de lumière qui viendraient faire comme ça, dont certaines ont été un petit peu filmées, mais c'est toujours dans l'ombre, c'est toujours mal filmé, à chaque fois qu'il y a une preuve de quelque chose de bizarre, c'est toujours fait avec une caméra pourrie, je ne sais pas pourquoi, et toujours de nuit, de dos, en biais, avec un filtre, c'est toujours bizarre. Des tourbillons de vent ont été invoqués, un flux de deutéron a été invoqué aussi, ce qui fera plaisir aux physiciens ici, des chevreuils. Mais ne rigolez pas sur cette hypothèse. Et des champignons aussi. Et je vous dis ça parce qu'il y en a certaines qu'on aurait envie de rejeter, certaines qu'on a envie de prendre. En fait, il faut se méfier de nos envies. Nos envies ne sont pas des bons guides. Parce qu'on peut avoir envie que ce soit vrai, on peut avoir envie que ce soit faux. Peu importe votre envie dans votre dossier. L'idée, c'est que vous regardiez les faits. Après, vous continuez à croire ce que vous voulez. C'est votre affaire chez vous. Mais en science, c'est les faits qui priment. Et donc, il ne faut pas rejeter des hypothèses. A priori, vous allez voir que les chevreuils et les champignons... Et puis, il y a les artistes blagueurs. Des artistes blagueurs. Alors, pourquoi je vous parlais des chevreuils et des champignons? Parce qu'effectivement, les champignons font parfois des formes rondes. Ça ne ressemble pas beaucoup à un crop circle, il faut bien le dire, mais voilà, pour votre culture générale, sachez qu'il y a des champignons qui s'appellent des mycéliums annulaires. Je crois que vous avez déjà parlé. Non, je ne suis pas sûr de vous avoir parlé des champignons, mais c'est assez génial, les champignons, parce que ça pousse le corps du champignon. Ce que vous voyez sortir, ce sont les organes génitaux du champignon. Voilà. Et le vrai corps du champignon, il est sous terre. Et c'est tout un réseau filaire sous terre qui est comme ça. Et il y en a certains qui sont annulaires, c'est-à-dire que quand ils fructifient en cercle. Et puis l'année d'après, ils font un cercle un peu plus large et ils refructifient encore, et puis etc., etc. Et les cercles s'élargissent. Il y en a un très beau. J'espère qu'il est encore là. Je l'ai vu encore l'an dernier. Quand vous allez au col de Vence, comme si vous alliez au Sapet, puis vous redescendez direction Quai en Chartreuse, et là sur le côté, dans une espèce de clairière, il y a je soupçonne que c'est un tricolome de Saint-Georges qui est là. On voit la trace. Mais il y en a 3 qui font ça en France, en tout cas le marasme des oréades et le clitocybe géotrope. Voilà. À titre anecdotique, je vous marque des petits trucs comme ça quand vous relisez, vous vous ennuyez pas, mais sachez que le plus gros champignon suspecté, c'est une armilière bulbeuse qui s'étend sur plus de 15 hectares de forêt, ce qui est quand même pas rien en termes de rond. Mais ça ressemble pas beaucoup, on est bien d'accord, avec des géoglyphes. Donc on peut balayer cette hypothèse, parce que ça ressemble même pas au fait de départ, c'est-à-dire les photographies qu'on voit. Et puis les ronds de chevreuil, sachez que les chevreuils, un animal que j'aime bien et que j'aime bien observer et tout, ils ont un comportement, notamment pendant le rut, où ils font des espèces de poursuites, et parfois des ronds, ils se poursuivent l'un l'autre, et ils creusent une espèce de ronds, parfois même des huit, et ça fait parfois des traces. Mais vous êtes bien d'accord, ça fait pas un crop circle, c'est très joli. Ça ressemble pas, mais malgré tout, l'hypothèse est plus parcimonieuse, celle des chevreuils, que celle des extraterrestres. Voilà. L'hypothèse est plus parcimonieuse, donc a priori, c'est moins con, mais bon. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de début d'ombre de preuve que les crop circles géométriques que vous avez pu voir avant viennent des chevreuils ou des champignons. On est bien d'accord. Mais donc, pour s'opposer tout ça, je vous laisserai le faire. Tester l'hypothèse de Levengood, regarder celle de Hasselhoff, etc. Mais je voulais juste vous faire toucher du doigt un problème qui s'est posé dans ce cas-là et qui se pose dans plein d'autres cas, c'est le problème des artistes facétieux. Les artistes facétieux, sachez que la grande mode des agroglyphes, c'était la fin des années 80 en Angleterre, et vous aviez 2 papis en 91 qui ont annoncé, Doug Bauer et Dave Shorley. Doug Bauer, je crois qu'il a encore en vie, Dave Shorley, il est décédé, paix à son âme. Et un jour, ils ont dit, bon, ok, on avoue, c'est nous. Ils ont dit, ah bon, mais comment vous faites? On va vous montrer, puis ils ont expliqué comment. Et alors, ils ont eu beau montrer comment ils faisaient, ils ont eu beau expliquer chaque soir comment ils s'y sont pris, ça n'a pas empêché ni les médias de continuer à chaque fois qu'il y avait un nouveau dessin à prétendre qu'il y avait une hypothèse extraordinaire, et ça n'a pas empêché non plus les gens qui croient en une hypothèse extraterrestre, ça ne les a pas convaincus d'abandonner leur hypothèse extraterrestre, bien qu'il n'y ait pas d'éléments qui fassent pencher pour une hypothèse extraterrestre. Ce qui fait que ce biais-là, si tant est que ce soit vraiment un biais à proprement parler, mais en tout cas l'image qu'on peut accoler assez facilement à ce genre de mécanisme, c'est ce qu'on appelle, ce que je prends ça à Michael Shermer ou à James Randi, on ne sait pas qui c'est qui a inventé le terme, mais on parle de notion d'insubmersible canard de bain en plastique. Imaginez-vous un canard de bain en plastique là, je ne sais pas si quand vous prenez un bain, je ne sais pas si vous jouez avec des trucs, mais... Bah, tu écoutes surtout Richard en fait. Ça m'arrive. Donc, Marika Junistrom qui vient de passer,
qui me conseille vivement d'écouter mes streams en faisant des travaux. Voilà, donc si vous avez de la peinture à faire ou coller un isolant ou je sais pas, mettre du parquet ou comment on appelle ça, n'importe quoi, des travaux, vous m'écoutez, c'est bien. Alors vous n'avez pas la dimension plastique visuelle évidemment, mais bon, ça vous pouvez l'avoir en replay après, comme ça vous le voyez 2 fois sur ma chaîne YouTube ou sur ma chaîne Skepticon pour les libristes. Des petits canards de bain en plastique, quand vous avez beau les enfoncer sous l'eau, ils remontent quoi qu'il arrive. Et quand on a envie de croire en quelque chose et qu'on ne se donne pas trop la peine d'aller farfouiller les preuves de manière, avec une heuristique un peu scientifique, et bien en fait, on peut être sûr que le sujet reviendra. Et quand en plus c'est un sujet qui devient un marronnier médiatique, c'est-à-dire quelque chose qui est tout le temps repris, et ben vous aurez sans arrêt le retour sur le métier, comme on dit, vous aurez sans arrêt le retour de ce sujet-là. Alors, on invoque, pour expliquer ça sur le plan psychologique, on invoque souvent la résolution de dissonance cognitive, ce qui est une notion que je devrais introduire la semaine prochaine, mais je vous en touche un mot maintenant. On parle de dissonance cognitive quand on a quand on a une opinion ancrée sur un sujet, quand on a une position bien précise sur un sujet donné, et d'un seul coup, quelqu'un vous apporte des faits qui sont contradictoires avec l'opinion que vous aviez. On remarque chez l'être humain une tendance non pas à prendre les nouveaux faits qui arrivent et qui contredisent notre opinion, et on ne voit pas beaucoup de gens changer d'opinion avec ça, on voit plutôt des gens qui vont résoudre cette dissonance entre les deux états en bricolant mentalement pour soit rejeter les faits, soit pour les incorporer en disant oui, non mais ça c'est pas pareil, c'est un peu différent, mais quand même, voilà. Et ce genre de bricolage que je détaillerai la semaine prochaine s'appelle des résolutions hâtives de dissonance cognitive. Nous n'avons pas envie d'être pris en défaut, ce qui fait que vous avez beau apporter des preuves, et ben, quelqu'un qui est fondamentalement convaincu d'un truc, ça va être très difficile de le faire changer d'avis comme ça, juste sur la base de faits. Ça prend du temps, c'est très très long. Deuxième... Alors là, je suis content parce que j'ai modifié cette double planche, très bien, mais surtout, j'ai une nouvelle double planche, donc ça, je les envoie à Pascal Marchand pour qu'il me valide. Et en général, il me dit « Ah ouais, j'adore », et puis c'est tout. Voilà. Après, on envoie à l'éditeur qui dit « Ah, j'ai plein de modifs. » Alors là, j'ai un problème que je constate. Ah, j'ai plusieurs problèmes, dis donc. Là, j'ai la hache qui... Et là, c'est un peu près aussi, mais là, c'est plus compliqué. Mais là, c'est pas possible. Donc, il faut que je modifie ça, parce qu'après, je vais exporter en PDF. Voilà. Allez, on continue. Deuxième chose à savoir, c'est que les médias entretiennent ça. Les médias appellent parfois ça entre eux la poule aux œufs d'or. Ce sont des poules aux œufs d'or, ces sujets-là, parce que vous pouvez les remettre sans arrêt, ça marche tout le temps. Le monstre du Loch Ness, c'est pareil, vous pouvez le remettre à chaque fois. Bien que les expertises soient faites en long, en large, en travers dans ce pauvre lac, si le monstre du Loch Ness existe, il est vraiment, soit il est mort, soit il est caché sous un caillou, il est tout petit, mais en tout cas, il est vraiment bien planqué, quoi, parce qu'il y a eu plusieurs expéditions de grosse ampleur à la recherche de ce brave monstre. Mais il est invisible et rose comme la licorne, c'est ça le problème. On ne le voit pas parce qu'il est invisible et sans doute il est rose. Et on ne le retrouve pas. Et ça n'empêche pas que 30 histoires les plus mystérieuses ou normales, paranormales nous fassent ressurgir sans arrêt ces sujets-là. Et puis il y a notre faute à nous, c'est notre restriction plus ou moins volontaire du marché cognitif. C'est ce que je vous expliquais sur l'exposition sélective, c'est que nous sommes un peu fautifs parce que quand on cherche sur Crop Circle ou Loch Ness, on va taper Loch Ness. Les gens de plus de 40 ans, ils ont des excuses, ils sont pas nés avec Internet, ils savent pas faire, quoi. Mais vous avez il y a des plus, il y a des guillemets, il y a des mots-clés qui vous permettent d'aller plus vite vers des informations de plus de type scientifique. Parce que si vous tapez juste Loch Ness, vous êtes certain d'avoir les 3 premières pages de Google qui vont vous présenter des choses qui accréditent une hypothèse fantasmagorique. Parce que on sait que ça plaît. À vous de passer derrière le rideau de ce qui plaît pour aller vérifier ce qui est vrai, si tant est que vous vouliez le faire. En tout cas, en cours, ici, c'est l'objet du cours, donc j'en parle. Donc méfiez-vous, nous sommes, et vous êtes vous-même, artisanes de cette restriction du marché cognitif. Donc faites gaffe. Mais j'en vois encore, je vais encore en voir cette semaine, qui vont me dire, oui, on a cherché un peu sur tel sujet, puis ils cherchent avec des sabots, quoi. Ils cherchent en mettant un mot-clé tout pourri. Si vous voulez des ressources critiques, tapez au moins le mot critique avec. Vous voyez, si vous ne mettez pas le mot critique, vous allez avoir une pléthore de... Je ne sais pas si vous regardez des guérisons miraculeuses, si vous voulez avoir des ressources scientifiques, si vous ne faites pas attention à vos mots-clés, vous allez devoir passer 10 ou 15 pages de Google avant d'arriver à un résultat
de type scientifique. Vous allez devoir traverser toute la fange de tous les milliards de témoignages, plus ou moins vaseux, dont vous ne pourrez pas faire grand-chose. Arrive parfois une étape qui est un peu compliquée, c'est celle où parfois il y a une étude qui vient accréditer une thèse. Donc là, c'est bien parce que vous avez enfin quelque chose sur lequel vous appuyez, et pour le coup, Hasselhoff a publié, ce qui est assez rare. Il a publié dans une revue qui n'est pas une revue de très haute volée, mais il a publié un article pour expliquer pourquoi, selon lui, les crop circles présentaient des pliures de certaines céréales, et au niveau de la pliure, il y avait des modifications génétiques qu'on ne pouvait pas expliquer. Alors là, vous dites, ah, bah, c'est cool, ah, enfin, il y a un papier scientifique. Donc lui, je vais le regarder de près. Et c'est ce qu'on a fait avec des étudiants. On a regardé de près l'article. C'est fastidieux de lire un article de science. C'est en anglais, c'est chiant, c'est compliqué, c'est technique. Et il y a une intro, c'est dense, c'est compliqué. Et on a décortiqué ça. On l'a appelé l'étude moisie. Parce qu'elle était vraiment... En fait... Moi, je lis les conclusions en général. Je me fais pas chier. Et je lis les conclusions, ce qui est un tort, parce que souvent, des fois, les conclusions ne correspondent pas à ce qu'on trouve... dans le corps de l'article, mais c'est vrai que lire des articles scientifiques, c'est souvent compliqué. En fait, elle est toute moisie. Donc, c'est pas parce que c'est publié que c'est bon. Hein. Il y a des études publiées qui sont mauvaises. Ce qui rend le travail vachement compliqué, c'est que c'est pas parce qu'il y a des études de type scientifique qui sont faites qu'elles sont forcément bonnes. Il faut lire le détail pour voir si elles sont bien faites. Pour le coup, là, celle-ci est mal faite. Donc, vous voyez, c'est un travail qui est long, qui est sans fin, parfois sur certains sujets. Et En plus, une étude scientifique toute seule, qui est bon, même dans une revue, même dans une bonne revue, s'il n'y a qu'une étude sur un sujet et qu'elle est récente, ça ne veut pas dire grand-chose parce que elle peut être très bien invalidée ou falsifiée par une autre étude après. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est les méta-analyses de plusieurs études. Donc, plusieurs études qui sont analysées pour voir si elles vont toutes dans le même sens ou pas. S'il y en a une qui va dans un sens, l'autre, et que la méta-analyse trouve rien de significatif, finalement, bon, c'est un élément qui va à l'encontre de l'étude individuelle, quoi. Donc, il vaut mieux attendre qu'il y ait plusieurs études et une méta-analyse pour se faire un avis définitif, quoi. Je ne sais pas si je vous ai déjà donné l'exemple. Le dernier travail qu'on a fait avec mes collègues, c'était un travail sur l'ostéopathie crânio-sacrée, qui est une branche de l'ostéopathie. C'était est-ce que dans toutes les études qui sont disponibles, est-ce qu'il y a des preuves d'un mouvement respiratoire du crâne, qui est la base de la théorie. Sans ce mouvement respiratoire, il n'y a pas de théorie. La théorie de Sutherland, elle ne tient pas la route. Ah oui. Et on a dû balayer 120 ou 130... balayer, je dis balayer, c'est-à-dire les chercher, les regarder, vérifier des critères d'inclusion ou d'exclusion. Enfin, c'est super fastidieux. Ça nous a pris 6 mois, plus de 6 mois. Pour à la fin un papier qui fait un article d'une page et demie. Hein. Mais c'est le prix à payer pour savoir. Donc on ne peut pas faire ça sur tous les sujets. Mais quand on en prend un, il faut le mener à bien. Voilà. Et ce n'est pas toujours facile. Donc quand vous rentrez dans de la publication de type comme ça, c'est pour ça que je vous demande d'aller trouver un expert ou une experte sur votre domaine. C'est que si vous tombez sur un papier comme celui-là, c'est à votre expert de faire le boulot. Alors des gens me disent « ouais, mais on n'ose pas les contacter ». Mais ils sont là pour ça. Si vous avez besoin d'un article en astrophysique, vous allez voir un astrophysicien, une astrophysicienne. Si vous avez besoin d'un article en botanique, vous allez au LECA. Il y a plein de gens qui font de la botanique ici qui vous renseigneront. Hein. Ils sont là pour ça. Théoriquement, ils sont là pour ça. Si vous le faites au dernier moment en leur donnant un seul jour de délai, ils vous diront non. C'est aussi pour ça que je vous pousse à mener vos travaux un peu à l'avance. Ici, je rends hommage. Oui, voilà. Il a fait comme un bouquin sur la base de cette théorie bizarre. Hein. Et le bouquin s'est très bien vendu. Ça, le problème, c'est que les bouquins qui se vendent bien ne sont pas toujours de très bonne qualité. Ici, je rends hommage à mon camarade Stanislas Sanchak, prof de sciences physiques à Lyon, parce que c'est lui qui a bricolé la base de cette diapo il y a longtemps, et elle nous fait toujours autant marrer, donc on l'a un peu améliorée, mais voilà, pour vous faire sentir un peu ce que c'est que le tri des hypothèses. Imaginez qu'on enferme un chat et une souris dans une boîte métallique. 20 minutes plus tard, la souris elle a disparu. Alors on peut envisager plusieurs explications, voici quelques-unes. 1, la souris peut traverser le métal par effet tunnel, le chat non. 2, la souris est morte asphyxiée et son corps s'est décomposé dans un nuage de photons. 3, les extraterrestres de la planète Mu qui ont enlevé la souris n'aiment pas les chats, ils l'ont laissé. Voilà. 4, le chat a mangé la souris. 5, la souris s'est transformée en chat, le chat effrayé a préféré passer dans une autre dimension. Voilà. Vous avez plein de scénarios possibles, vous avez plein d'explications possibles, mais ils n'ont pas tous le même poids. Vous sentez bien qu'ils n'ont pas le même poids. Pour sous-peser ce poids, je réinvoque l'éternel, l'incontournable, inénarrable rasoir d'Occam. Je ne vous refais pas l'injure de vous redonner la définition, ni en latin, ni refaire l'histoire et tout, de ce principe qu'on doit, en fait, à Aristote, qui lui-même l'a piqué à Empédocle.
on s'en fout. Les entités ne doivent pas être multipliées plus que de raison. C'est ça que ça dit. Et je vous ai donné plein d'exemples pour vous montrer que quand vous avez plusieurs hypothèses explicatives, il est logique, ça ne vous dit pas si c'est vrai, mais il est logique de privilégier celle qui est la moins coûteuse sur le plan des hypothèses. Ça ne veut pas dire forcément la plus simple, mais la moins coûteuse. Et ça, parfois, je vois que ça cloche chez beaucoup d'entre nous. Et donc, je me dis, le coût des hypothèses, il faut être capable de sous-peser. Je vous redonne les conditions pour ne pas se couper avec le rasoir. Hein. Le rasoir n'implique pas que l'hypothèse la moins coûteuse soit la bonne. Il dit juste qu'il faut privilégier cette hypothèse avant tout. Je vous rappelle le Dr House, l'histoire que je vous ai racontée de l'épisode 4 de la saison 1, je crois. Et puis la deuxième chose, les solutions qui ont l'air simples peuvent être très coûteuses. Une solution simple, par exemple, c'est Dieu. Quelqu'un qui vous dit ah bah, pourquoi il y a ça? Ah bah parce que Dieu. Bah, c'est simple, Dieu. En fait, non, Dieu, c'est hyper compliqué comme entité. C'est complexe, c'est coûteux de postuler une entité Dieu à l'intérieur du contenu des connaissances. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a fait 2 cours là-dessus. Une autre méthode pour sous-peser ça, c'est une des rares épistémologues femmes, donc j'aime bien en parler, ne serait-ce que parce que c'est une nana déjà, en plus parce qu'elle est sympa, parce que quand je lui écris, elle me répond toujours hyper bien, c'est en anglais, mais c'est clair, limpide, il y a tout est publié et tout. Et il y a très peu d'articles d'elle traduits en français, mais il y en a un qui s'appelle le bras long du sens commun, en guise de théorie de la méthode scientifique, et dedans, elle introduit une notion que je trouve assez éclairante, donc je la partage avec vous. On l'appelle parfois l'image des mots croisés. Ce qu'elle dit, Suzanne Hack, c'est que la science, c'est comme une sorte de mots croisés, pas complet. Il y a des gens qui ont déjà travaillé sur une partie, puis il y a des mots qui sont placés, puis il y a des mots à côté qui sont un peu effacés, puis il y a des gens qui ont mis une hypothèse, puis ils l'ont enlevée, et puis là, il y a une partie qui a l'air bien écrite, et on peut penser qu'on va la mettre à l'encre, et c'est un travail qui est pas achevé. Mais vous êtes contraint par ce qui a déjà été fait, parce que ce qui a déjà été fait a été fait sur la base d'éléments. Je vous donne un exemple, je sais pas, je prends, j'en sais rien moi. Mettons, là-haut, vous avez le A de anguille, par exemple. Vous avez le A qui est contraint par, qu'est-ce qui a marqué? Aquaculture, voilà. Mais mettons que vous ayez aquaculture, ça vous impose le A. Vous avez le U imposé par bouée, d'accord? Et vous n'avez que ça. Vous voudriez mettre, je sais pas moi, annulaire, par exemple, dedans. Vous dites, ah, j'aimerais bien mettre annulaire, ça me plaît ce mot, je vais mettre annulaire. Mais en fait, si vous mettez annulaire, c'est bien, ça va coller au A, ça va coller au U qui est là, mais le ali et le tel qui est à côté, qui était bien ancré aussi dans le sol, mais il va falloir le changer. Ça fait que si on veut imposer un mot qui nous plairait, il faut sous-peser le coût que ça va entraîner dans le reste de la grille. Vous avez déjà joué au mot croisé? Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne peut pas se permettre de marquer n'importe quoi ce qui nous plaît, parce qu'on sait qu'on est contraint par les antécédents. Et donc on ne peut pas faire n'importe quoi en science. On est obligé de faire un état de l'art avant pour savoir dans quelle mesure ça colle ou pas à ce qu'on sait déjà. Et si ça ne colle pas, il faut se restreindre et pas écrire le mot qu'on aurait aimé écrire, parce que en fait, le poids donné par les mots qui sont déjà placés nous impose le respect, quoi, et on ne peut pas se permettre de l'effacer. Seulement quand on aura assez d'éléments pour penser qu'on avait raison de mettre ce mot, alors on se permettra d'effacer tous les mots qui sont reliés à ça, et quitte à ce que ça fasse des dégâts entiers sur la grille, si vous avez suffisamment de preuves pour imposer votre mot, ça change votre grille. Ah, intéressant ça. Vous sentez ce que je veux dire? Ouais. Cette image? C'est rigolo. Bon, si vous ne sentez pas, vous me direz. On ne peut pas forcer les cases impunément. Les connaissances nous contraignent. Et c'est mauvais signe quand un champ disciplinaire est isolé. C'est-à-dire quand il est complètement en dehors de tout. Il y a des domaines comme ça. Je pense notamment il y aura quelques exemples comme ça, surtout dans l'histoire des sciences un peu anciennes, mais il y a des domaines qui flottent et qui sont reliés à rien. Si, je peux vous donner par exemple, je sais pas moi, le magnétisme animal, ou l'idée de magnétisme comme celui des magnétiseurs. Il n'est relié à rien de ce qui est connu, ni en physiologie humaine, ni en physiologie des animaux, ni en magnétisme, électromagnétisme type Maxwell. Ça colle à rien. Ça ne veut pas dire que c'est foireux, mais ça veut dire que c'est douteux. Parce que normalement, il n'y a rien qui n'est pas interpénétré par les domaines connexes. C'est fou ça. Donc quand un champ disciplinaire est tout seul et isolé, c'est très mauvais signe. Donc je reprends ma pauvre souris là. Pour chaque hypothèse, vous pouvez sous-peser le coût. Par exemple, la première hypothèse, le coût, il faut un effet tunnel, différentiel, chat-souris, et qui soit possible pour des corps macroscopiques, ce qui n'est pas gagné. Pour la deuxième, il faudrait une souris capable de se décomposer entièrement en photons, ce qui est peut-être possible dans certains astres et certaines conditions, mais c'est quand même pas évident. Et dans la troisième, c'est pire, il faudrait une planète mue, des extraterrestres dessus, qui peuvent enlever une souris dans une boîte métallique et qui n'aiment pas les chats. Oui, enfin, Je me suis trompé. C'est lourd, quoi. La quatrième, le coût, il n'est pas très grand, parce que c'est connu, la prédation chat-souris. On la connaît, elle est documentée, ça fait des milliers d'années qu'on sait ça, et qu'on peut le constater tous les jours. Et le dernier, évidemment, il faudrait une souris capable de se changer en chat, et bon, c'est même plus la peine d'en parler.
Je prends un exemple. Prenons l'exemple des combustions humaines spontanées. On les appelle comme ça dans les médias. À chaque fois qu'on fait un documentaire là-dessus, on parle de combustion humaine spontanée. Vous allez voir pourquoi je mets des guillemets à spontané et que je mets dite avant ou que je mets des guillemets à chaque fois. Je fais attention à ça. La façon de présenter ça dans les médias est pratiquement toujours la même. J'ai pris un exemple ici dans les 30 histoires les plus mystérieuses. Je vous laisse regarder. Enfin non, c'est juste après. Là, je vous ai mis quelques photos de cas de combustion humaine spontanée recensés dans le siècle. Donc c'est plutôt sordide, on est bien d'accord. Et les médias nous scénarisent ça très bien. Je vous laisse même apprécier la musique qui va avec. Toc. Chaque année, on découvre dans le monde plus de 50 personnes entièrement consumées, réduites à l'état de cendres, et ce sans raison apparente. Plus étrange encore, les objets situés aux alentours des victimes sont épargnés. C'est le plus mystérieux des phénomènes provoqués par le feu, c'est la combustion spontanée. Uruf, petit village lorrain proche de Nancy. Dans la nuit du 11 au 12 mai 1977, les pompiers découvrent un spectacle d'épouvante. Le corps d'une sexagénaire est retrouvé à son domicile, carbonisé, gisant sur le plancher. Une enquête est ouverte et le capitaine Lorrain est chargé de l'expertise. Bon, j'espère que je ne vais pas me faire striker par Twitch avec cette histoire. Mais bon, ça vaut le coup de prendre le risque. Seules les 2 jambes et le bras droit subsistaient, alors que le reste du corps était pratiquement réduit en cendres. Il n'y a même pas de brûlure sur les membres inférieurs. Il n'y a pas de cloque. Il n'y a pas de rougeur, brûlure au 1er degré. Il n'y a pas de rougeur non plus. Mais ce qui inquiète le plus les enquêteurs, c'est que certaines parties du corps sont restées totalement intactes. Lorsqu'on est arrivé sur les lieux, on a constaté la présence d'un corps partiellement détruit par le feu, non pas carbonisé, mais calciné. Un crime, un suicide, ces thèses sont très vite écartées à défaut d'éléments matériels pouvant les étayer. Les enquêteurs cherchent alors à connaître les causes du sinistre. Une étincelle, une compression brusque, un frottement, la porte d'une flamme, là, il n'y a rien. Quelle est l'énergie de démarrage d'un feu sur une personne? Impossible donc de trouver les origines du feu. Certaines parties du corps sont retrouvées réduites en cendres. Selon les médecins légistes, même à des températures de plus de 2500 degrés, on ne peut arriver à ce lugubre résultat. On sait que cette personne utilisait pour se chauffer du fioul. On s'est dit peut-être qu'on aurait badigeonné avec du fioul. On a essayé sur des bêtes mortes également en laboratoire des examens. Les expériences avec du fioul, jamais on n'a obtenu de calcination, jamais de cendre. Le problème est là. Encore plus troublant, les meubles et objets situés à proximité de la victime sont intacts. On avait une combustion profonde et ponctuelle, avec une destruction du revêtement de sol et du parquet de chêne qui faisait quand même 25 mm sous la partie du corps détruit, alors qu'il n'y avait aucune propagation de l'onde calorifique, aucune propagation de la chaleur. C'est-à-dire que les combustibles les plus proches, du papier, le revêtement de sol à côté, n'étaient pas atteints par les fumées et par la chaleur. Chose aussi paradoxale, c'est que la dame portait des collants. Et on a retrouvé la partie des collants sur les jambes non affectées par le feu. Il n'y a pas eu de propagation du sinistre. Voilà. Le terme, c'est les extraterrestres, ça. C'est comme les crop circles, c'est le même principe, ça. Ils sont invisibles, ils arrivent, on ne les voit pas. Puis ils voulaient faire un crop circle à côté, puis ils se sont dit, tiens, on va... Peut-être qu'il y avait besoin de l'énergie éthérique de la dame pour faire leur crop circle, à mon avis. C'est un truc comme ça. Il est net. Il n'y a pas de propagation du sinistre. Alors, accident, assassinat ou combustion spontanée? Les enquêteurs restent perplexes. Aucune explication satisfaisante n'a pu être trouvée à partir de ces éléments pour le moins troublants. Le rapport d'expertise conclut par ces mots, à moins qu'il ne s'agisse d'un phénomène extraordinaire. Nous avons évidemment conclu à une destruction d'un corps par une combustion extraordinaire, inexpliquée, mais pas naturelle. Et hop,
une petite dernière musique pour la fin. Bon, ce qu'on voit là, c'est l'exemple parfait de marketing médiatique. Il n'y a pas d'expert à proprement parler. Vous avez un pompier qui est tout à fait sympathique. J'ai du respect pour les pompiers, c'est pas le problème, mais il n'est pas du tout scientifique. Il invoque tout un jargon plutôt technique, mais qui n'est pas du tout adapté à la situation. Il n'y a pas de recherche. Le monsieur, il ne propose pas d'hypothèses telles qu'elles ont été déjà défendues dans la littérature scientifique à proprement parler. S'il avait fait ce travail, moi, un travail qui me prend à peu près 20 minutes, parce que c'est plutôt bien documenté, ce problème-là, c'était facile. Il faut pouvoir le faire. Il faut avoir la connaissance suffisante pour le faire, ce travail-là. De répondre à ces questions. Mais ça n'intéresse pas forcément 30 histoires les plus mystérieuses. Je le sais parce que quand ces gens-là nous demandent notre avis sur un sujet et qu'on leur donne une lecture scientifique de la chose, très souvent ils nous disent « Ah oui, mais on ne peut quand même pas trop montrer l'hypothèse scientifique parce qu'il faut quand même laisser le droit aux gens de rêver. » Moi, je ne sais pas où ça fait rêver qu'il y ait des gens qui crament comme ça sans explication. Voilà, c'est comme le racisme, ça fait flipper les gens, donc ça les accroche, quoi. Ça les accroche et du coup ils adorent et du coup ça a beaucoup de succès tous ces trucs-là parce que les gens adorent avoir peur en fait. Ouais, bon, enfin, l'idée c'est ça, c'est de vraiment maintenir la poule aux œufs d'or. C'est ce qui fait que très souvent on nous invite pas dans ce genre de choses ou quand on nous invite, c'est pour déformer ce qu'on dit ou faire des coupes dedans. Ce qui fait que maintenant nous on se venge, on n'y va plus. Je ne sais pas si c'est une bonne solution, mais en tout cas c'est celle qu'on fait. Et alors, si on fait ce travail-là, franchement, un travail qui prend, je vous dis, allez, un quart d'heure pour quelqu'un qui est habitué et peut-être une heure ou deux pour ceux qui ne sont pas trop habitués. Les premières mentions documentées, c'est ancien, je ne rentre pas dans le détail, je vous ai tout marqué, comme ça vous pourrez revoir. Depuis 1773, on parle de ça. Et ça a été une grosse controverse, savoir est-ce que c'est un vrai phénomène ou pas. D'autant que... Combien 1773 Non, 1973. Personne n'avait jamais pu assister à un tel événement. Moi, ma mère, qui aime bien me raconter des histoires horribles, me parlait de ça quand j'étais petit, ça me faisait flipper. Pour une raison assez simple, c'est que s'il y a une personne qui se mettait à avoir une combustion en direct devant vous, j'espère que vous l'éteindrez, au lieu de faire « Oh, c'est intéressant, je vais prendre en photo, attends, je vais regarder jusqu'à la fin ce que ça donne. » Vous ne pouvez pas faire ça. D'accord ? Il y a les premiers rapports, je vous ai mis même une petite image d'un des premiers rapports sur le sujet, et il y a des gens qui s'en sont emparés, et ça a même fait pas mal de bruit au 19e siècle, parce qu'il y a pas mal d'auteurs de fiction qui s'en sont servis, que ce soit Hector Melville, Twain, Dickens, même Jules Verne en a parlé, même Nicolas Gogol. Non, c'est pas la bêtise du jour. Nicolas Gogol s'appelait vraiment Nicolas Gogol, c'est un auteur russe que vous apprécierez probablement, qui a fait pas mal d'œuvres, dont la dernière, il l'a brûlée. Bon, peu importe. Et dans des ouvrages scientifiques, il y a eu pas mal de polémiques. Casper, c'est tout. Il y a certains défendaient l'hypothèse du mythe. Non, ça n'existe pas, c'est pas ça. Puis d'autres qui disaient que le cas ressemblait à une combustion humaine qui avait l'air de venir de l'intérieur de la personne. Et donc, ça a duré un petit moment. Il y a des publications. Les paramètres, on pourrait le faire sous forme d'énigmes maintenant. Les paramètres, je vous les donne. Environ 150 cas décrits. La majorité des victimes sont des femmes, mais pas toutes, mais majoritairement des femmes. La majorité des victimes sont plutôt fortes, mais pas toutes. La majorité des victimes sont portées la boisson, j'oublie un mot, sont portées à la boisson, mais pas toutes. Donc voilà, vous avez ça en main et il faut faire des hypothèses là-dessus et regarder un peu les conditions. Effectivement, il n'y a pas de propagation du sinistre autour, il y a une calcination du corps, il y a des parties qui restent souvent apparentes quand ce sont des femmes, elles sont souvent les jambes, qui sont dénudées comme vous avez pu le voir sur les photos d'avant. Et après, vous faites la liste des hypothèses et vous en avez plein. Alors vous en avez certaines qui vont vous faire marrer. Le doigt vengeur de Dieu, mais il y a des gens qui défendent ça. La bande à Pat Robertson aux États-Unis, ils vous disent c'est le doigt vengeur de Dieu qui punit les femmes pécheresses et qui défonce la bonne femme qui... Voilà. Il y en a un qui s'appelle Arnold, il est assez marrant parce qu'il invoque une particule dont on n'a pas vraiment connaissance sur le plan scientifique, mais il dit non, je postule qu'il existe un pyrotron qui circule dans l'univers, et de temps en temps, pas de chance, il vous tombe sur la courge, et c'est fini pour vous. Il y en a d'autres qui partent sur le versant médecine énergétique et qui vont vous dire qu'il y a un chakra du corps qui génère un fluide énergétique qu'on appelle le Kundalini et qui pourrait expliquer pourquoi les gens crament complètement. Il y en a qui parlent même d'explosion de mitochondries. Si vous êtes en biologie, ça vous fera peut-être marrer. Et puis, quand on cherche un peu, on se rend compte qu'il y a des scientifiques qui ont bossé sur le sujet, qui ont fait des tests, plein de tests et tout, notamment le plus connu, c'est certainement M. J. Et M. J a développé l'idée de la mèche, de l'effet mèche. Et c'est un effet sordide, mais qui recouvre jusqu'à maintenant tous les cas qu'on a vus. Et pour vous stimuler pour aller chercher, sachez que depuis 2012, il y a une nouvelle hypothèse qui sort. Mais voilà. Mais en tout cas, je vous donne celle de l'effet mèche, parce que c'est celle qui, depuis 1983, est plébiscitée par les scientifiques. C'est qu'il semble que dans les cas de combustion humaine tels qu'elles sont relatées, toutes rentrent dans cette hypothèse-là.
Et donc, tant qu'il n'y a pas d'éléments qui sortent de cette hypothèse, il n'y a pas de raison d'en changer, si vous voulez. Mais jusqu'au jour où on trouvera un cas qui ne rentre pas là-dedans, dans ce cas-là, il faudra l'admettre. Et ben, il semble que le scénario soit à peu près le suivant. Il faut toujours une source de chaleur extérieure. Une cigarette peut faire l'affaire. Une pipe qui se renverse peut faire l'affaire. Une braise d'un foyer à côté peut faire l'affaire. Si, par malheur, cette braise rentre en contact avec une zone de chair ou de parties graisseuses, pensez notamment au corsage, à plus forte raison si ce sont des femmes qui sont particulièrement opulentes, et ben, un corsage avec la frontière entre le tissu et les graisses, ça démarre une combustion assez peu exothermique, mais profonde, qui va durer tant qu'il y a du tissu et qui va brûler la personne jusqu'à ce que le tissu s'arrête. Et c'est pour ça, en partie, que, enfin, dans cette hypothèse-là, que l'on retrouve les jambes assez intactes quand les femmes portaient des jupes courtes. Et cette hypothèse-là recouvre tous les cas qu'on a vus. On a cru en 2011, avec une affaire d'un enfant brûlé en Inde qui s'appelait l'affaire Raoul, qu'on avait trouvé un cas qui sortait de ce cadre, auquel cas il aurait fallu changer d'hypothèse, parce que nous, on n'est pas amoureux des hypothèses. Hein. Et en fait, après enquête, notamment par un groupe d'étudiants et par quelques collègues, on s'est rendu compte que le cas de Raoul n'avait absolument rien à voir avec ça. C'était proche de la maltraitance infantile. Et là, il y a une nouvelle hypothèse défendue par Ford, un monsieur qui s'appelle Brian Ford, et ça s'appelle la cétose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui auraient des sécrétions d'acétone suffisamment puissantes pour expliquer qu'ils s'en raseraient plus volontiers dans des cas proches de celui de l'effet chandelle. Je ne sais pas quoi penser de cette cétose, de cette hypothèse-là, parce que je ne l'ai pas bossé depuis et il faudrait faire quelques tests. Et donc, si certains d'entre vous sont en panne de sujet, c'est possible d'aller évaluer ce que vaut cette cétose. Parce que si c'était vrai, on serait obligé de changer d'hypothèse explicative, qui est celle de l'effet mèche, en anglais weak effect, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais donc ce phénomène est bien expliqué, il n'y a rien de surnaturel là-dedans, rien du tout. Et sur le plan thermodynamique, ce n'est pas spontané. C'est pour ça qu'on met des guillemets à spontané, ça ne vient pas de la personne. Il faut dans l'hypothèse que l'on a, qui recouvre tous les cas qu'on voit, il faut une source de chaleur extérieure importante au départ, au démarrage de la combustion. Et il y a eu plein de tests sérieux. Il n'y a pas eu les vagues trucs, disait le pompier, là, ils ont fait des expériences avec du fuel, il y a eu bien plus que ça. Pensez à von Liebig qui a tenté de brûler des rats comme ça pour voir si ça marchait. Il y a des gens qui ont testé des trucs assez étonnants. Hein. Thurston aussi, qui a déjà proposé l'effet mèche, mais c'était moins bien documenté, mais c'était déjà dans les années 60. On pourrait presque considérer que c'est lui le père de l'effet chandelle. Donc là, ce que je suis en train de faire, je le dis parce que je suis en train de manipuler mes pages là. Il me manque d'ailleurs 21... Il me manque la 22-23. Je suis en train d'exporter mes pages sur mon Discord. Et sachez que si vous financez à mon Tipeee, à ma page Tipeee, vous avez le droit d'explorer certains salons de mon Discord où vous pouvez lire en exclusivité les planches de BD. Voilà. Donc c'est un procédé un peu vénal de ma part pour vous extorquer de l'argent, mais en même temps, bon voilà. Si vous avez envie de lire en exclusivité des planches de Épistémé Azimut, vous pouvez participer à sa création. Ça me rend vraiment service sur mon et j'en profite pour remercier d'ailleurs tous les tipeurs qui me donnent un peu d'argent tous les mois. Et vraiment, je les remercie beaucoup parce que ça m'est une aide précieuse. Et donc voilà, je les remercie, je disais. Et en allant sur ma page Tipeee et en tipant, je vous donne accès à certains salons de mon Discord qui vous permet de lire les planches. Donc je suis en train de les exporter là-bas, voilà. Il y a eu des expériences même très récentes faites par la BBC d'inflammation de corps animaux dans des conditions proches de celles supposées de la combustion humaine dite spontanée. David G., le prof de médecine de Leeds, qui a fait sa publication. 2012, Ford, qui propose la cétose comme accumulation de corps cétonique dans l'organisme et qui expliquerait autrement que par l'effet chandelle. Voilà le genre de travail que vous pouvez produire. Et c'est pas très long à faire. Et on voit que les journalistes de 30 histoires les plus mystérieuses ne font pas ce boulot. Alors pour vous donner l'envie d'aller dans d'autres domaines... Ils veulent surtout pas le faire, hein, puisqu'ils veulent... tu l'as expliqué toi-même. Ils veulent surtout pas démystifier le truc. C'est pas Scooby-Doo leur émission. Quoique, après voilà, Scooby-Doo, c'est typique l'émission culte des sceptiques. Et on adore tous et finalement on en arrive à une explication pas toujours scientifique mais enfin plus ou moins rationnelle à la fin et tout le monde adore ça quoi en fait. Donc il n'y a pas besoin de rester dans des délires
spiritualiste pour intéresser les gens finalement. Scooby-Doo en est la preuve. L'heuristique que je vous propose, la démarche intellectuelle que je vous propose de faire, la bibliographie, quels sont les faits, de quelle qualité sont-ils, est-ce que c'est recensé, est-ce que c'est traité dans la littérature scientifique ailleurs que dans des trucs de pur témoignage. Ben ça, vous pouvez le faire dans plein de sujets, et même des sujets qui paraissent complètement éloignés de ceux dont je vous parle. Vous pouvez prendre par exemple l'archéologie mystérieuse, qui est bien à la mode maintenant avec les histoires de pyramides et la révélation des pyramides et ce genre de documentaires. Vous prenez un truc comme Stonehenge. D'ailleurs, j'ai fait une faute, j'ai mis un D. Je ne sais pas pourquoi je m'obstine à mettre un D à Stonehenge. Il n'y a pas de D à Stonehenge. Mais bon, peu importe. Stonehenge, vous savez, c'est cet ensemble acromégalithique qui est en Angleterre, là, qui a été construit entre, je crois, entre moins 2800 et moins 1100. Je crois que ça a pris 1800 ans ou 1700 ans pour faire ça. Enfin, il y a plusieurs époques, en tout cas, dedans. Quand on est face à ce genre de choses et qu'on n'y connaît rien comme vous et moi, parce que je présume que personne ici n'est spécialiste de ça, moi je commence à l'être parce que mon ancien directeur de thèse, il était féru de ça et il m'en parlait en long, large, en travers. Je suis un semi-expert, si vous voulez, mais ici, il n'y a pas d'archéologue, paléo-archéologue, si vous voulez. Donc on ne sait que ce que 30 histoires les plus mystérieuses nous racontent là-dessus. Donc on se dit, waouh, c'est extraordinaire. Oh, il paraît que ça servait peut-être d'horloge céleste. Ah, peut-être que c'est orienté de manière bizarre. Et de toute façon, c'est étonnant. Comment ont-ils pu construire un truc pareil avec les méthodes de l'époque? Vraiment, c'est dingue. Ils avaient forcément des pouvoirs qu'on a perdus. Et hop, et c'est parti pour l'imaginaire. Mais souvent, on est très moqueur avec les anciens. Les anciens avaient des méthodes qui fonctionnaient bien, et c'est parce qu'on n'y connaît rien en technologie ancienne qu'on se dit qu'ils n'avaient pas les moyens de faire ça. Mais on en connaît plein des méthodes. Il y a plein de méthodes pour expliquer les statues de l'île de Pâques. Il y a plein de méthodes pour expliquer la construction des pyramides. Elles sont disponibles, mais à qui veut bien les chercher et dépasser le paravent des émissions spectaculaires. Et pour vous donner envie d'aller farfouiller ça, pour vous dire, il y a un mec qui a dit moi je suis spécialiste de ça, en plus je suis ingénieur, et ça me fait marrer, je suis retraité, je vais me consacrer à refaire Stonehenge avec les méthodes de l'époque. Et il s'appelle Wally Wellington, j'adore ce mec, je sais pas pourquoi. Je lui ai acheté son DVD, je l'ai soutenu, il me connaît même pas, hein, mais j'ai du respect parce qu'il a fait une méthode de zététicien, si vous voulez. Et alors, je ne vais pas tout vous montrer, je l'ai ouvert ici dans une petite case là, spécifique. Et donc on n'est pas très loin de Stonehenge, et puis lui ça l'agaçait de voir des archéologues un peu improvisés raconter n'importe quoi. Il dit mais non, avec des méthodes hyper simples et seul, je vais vous montrer qu'on peut y arriver. Et alors il explique comment il fabrique des systèmes de poulies, de leviers qui sont assez proches de ce qu'a pu développer aussi Archimède d'ailleurs, hein, et de balanciers. Ah, vous voyez rien? Oh pardon, excusez-moi. Ah oui, en faisant ça, oui effectivement, vous voyez rien du tout, je suis bête. Alors je vais faire ça. Là, pardon. Est-ce que c'est mieux là? On voit rien. Alors il faut que je fasse ça. Voilà. Alors je reviens un tout petit peu en arrière. Ça, c'est son fils qui dit bon, mon père il est un peu grave, mais il est marrant. Alors on aime bien. Bon, il faut le bordel dans le jardin, mais c'est pas grave. Vous voyez? Et en fait, avec des systèmes de cale, avec des systèmes d'empilement, et ben tout seul. Il a commencé par d'abord des petits bouts d'acromégalithe, si vous voulez. Après, il a fait ça. Il a fait tourner son garage avec des méthodes hyper simples. J'avance un peu pour pas vous prendre la tête. Il met une petite cale avec une pierre, pouf, et puis il soulève, et puis comme ça, il peut hisser progressivement en faisant tourner. Voilà, c'est pour vous montrer que, vous voyez, il fait tourner son garage. Moi, ça me fait hurler de rire. Je crois qu'à un moment, il dit ça sert à rien, mais bon, ça me fait marrer. Et il est tout seul, hein. Et avec des méthodes qui étaient connues de l'époque dont on parle. Donc c'est là qu'on est plutôt condescendant avec nos anciens. Et là, il va essayer de dresser des gros piliers. Alors il explique comment il s'y est pris, avec des systèmes de cale que vous voyez derrière, là. À chaque fois, il fait un balancier, il met des poids, là on va voir ça, il met des poids d'un côté, pouf, il glisse une cale, il refait un poids de l'autre côté, pouf, et en fait, on hisse très facilement, seul, des colonnes. Alors ça prend du temps, il n'a pas beaucoup de spectateurs, il a sa sœur, sa femme, son fils, 3 journalistes, et puis au bout d'un moment, vers la fin, il est content parce qu'il va redresser l'énorme monolithe. Voilà, il est content. Des fois ça se casse, et alors là, vous voyez, il a réussi à la mettre droite, puis tout le monde applaudit. Moi j'ai de la tendresse pour ce genre de personnes. Il est content. Moi aussi. Wally Wellington, j'espère qu'il est encore en vie, hein. Il y a quelques années que j'ai documenté ce monsieur. Voilà, je reviens dans mon diaporama à la bonne page. Mais pour vous dire, attention, c'est notre méconnaissance des méthodes anciennes qui nous donne l'illusion
que des thèses qui nous donnent une adhésion tacite à des thèses qui ne sont pas documentées. C'est parce qu'on n'est pas spécialiste. Parce que si on était spécialiste, on se ferait forcément pas moins avoir que ça. Alors je vais relancer mon diapo au bon endroit. Là, voilà. C'est la même chose qui se passe quand des éléments de preuve sont avancés sur la base de photos pour documenter les fameuses routes atlantes. Vous savez, des gens, depuis la lecture de Platon, postulaient l'idée qu'il y a eu un continent qui a été englouti, dont on n'a plus de traces directes, qui s'appellerait l'Atlantide. Et en 1971, 2 personnes qui ne sont même pas des spécialistes, mais qui ont tripé sur des photographies sous-marines, voyant des espèces de trucs de basalte et des machins bizarres et des trucs qui avaient l'air d'être des pavages, comme là, des pavages de type humain. Ils ont postulé que c'était donc forcément les traces de... voilà. Et l'histoire commence à Bimini, qui est l'endroit où ça se passe. Et puis ils ont tous tripé là-dessus, et sans que personne se donne vraiment les moyens de vérifier. Vous avez évidemment 3 scientifiques dans leur coin qui râlent et qui disent « mais c'est n'importe quoi, c'est très connu, ça c'est des couches calcaires rocheuses faillées qui se sont initialement déposées dans la ligne intertidale », c'est comme ça qu'on dit. Et puis tout ça, ça s'explique, il faut être spécialiste, c'est tout. Donc c'est pour ça qu'il faut se tourner vers les gens qui sont compétents. Alors que des gens non compétents sont capables de triper et de partir très très loin dans leur propre thèse. D'ailleurs, vous notez le raisonnement à rebours qui est à l'œuvre, que parfois dans notre jargon on appelle le raisonnement panglossien. Panglossien, en hommage à Pangloss, vous vous rappelez si vous avez étudié Candide de Voltaire, Pangloss c'est son prof. Vous avez lu Candide, non, pour le bac, je pense, vous avez dû lire ça. Hein. C'est génial. Pangloss, il est toujours en train de raisonner. Dès qu'il arrive une merde à Candide, il dit oui, mais c'est parce que tu vois, c'est bien quand même parce que ça t'a permis de voir que, je sais pas, t'es tombé par terre, ça t'a permis de voir le sol. C'est pas mal, des trucs comme ça. Ah, ta femme s'est fait trucider, ouais, non, mais tu vois, c'est ça qui t'a donné l'expérience pour. Et puis de toute façon, le monde est le meilleur des mondes possibles et Madame la Baronne est la meilleure des baronnes possibles. Et c'est des arguments à rebours, c'est-à-dire qu'on a déjà la thèse et après on essaye de la prouver. Et bien, ces gens-là ont une thèse et après ils vont faire que de la recherche de demi-preuves pour essayer de l'accréditer sans jamais prendre le temps de se demander si est-ce que leur thèse tient la route. Il y a des gens qui ont tripé aussi sur des dépôts de plages indurées. Il faut dire que c'est assez magique sur le plan géologique. Hein, ça. Vous voyez ce genre de truc et vous vous dites mais c'est fait de main humaine. Ça c'est en Tasmanie, ça s'appelle Eagle Hawk Neck. Et franchement on voit ça la première fois, on se dit waouh, c'est stylé. Bon bah c'est naturel. Enfin naturel entre guillemets, c'est des phénomènes géologiques connus qui expliquent ça. Je vous laisserai chercher. Pareil pour ce genre de trucs, là, les cercles de pierre. Bon, bah, ça s'explique par des cycles de gel, dégel, et qui font que ça repousse certaines parties de cailloux et pas d'autres, et ça fait des formes qu'on jurerait être manufacturées et qui sont tout à fait c'est des crop circles, ça. documentées. Ouais, là, c'est une publication de Science en 2003 qui explique exactement comment ça marche. Même les pierres qui... Je ne sais pas si vous savez ça, mais il y a eu un moment... un bon gros délire sur les moving rocks, les pierres qui se déplaçaient toutes seules dans la vallée de la mort. Vous reveniez 2 jours après et hop, elles avaient bougé. Elles avaient glissé en laissant une trace derrière. C'est assez beau, hein. Des fois, elles changent même de direction, puis il semble qu'il n'y a rien qui les pousse. J'adore cette et personne histoire. ne comprenait pourquoi. Et ben, je ne vous dirai pas pourquoi, mais maintenant on sait. Vous irez chercher. Moi aussi, je sais. Il y a un proverbe zététique qu'on invoque parfois. On dit inexpliqué ne veut pas dire inexplicable. C'est parce que vous n'avez pas d'explication maintenant qu'il n'y en a pas une à disposition. Il faut se donner les moyens de farfouiller. Et c'est pas pour autant qu'il faut adhérer à n'importe quelle sirène ou n'importe quelle théorie hypothétique sur la simple base qu'elle nous plaît ou qu'elle cautionne une idée préalable que l'on avait, comme l'existence des extraterrestres ou des forces invisibles qui poussent des cailloux dans la vallée de la mort. Vous voyez ? Donc ici, je vous aide un petit peu. Je vous ai mis que Lawrence avait fait une publi là-dessus en 2011 dans l'American Journal of Physics. Vous pourrez trouver les débuts de la solution à ces pierres qui bougent toutes seules. Car elles bougent toutes seules. Enfin, elles bougent toutes seules. Enfin, bon, je ne vous dis pas. Vous irez voir. Allez, bon, bah, moi j'étais parti sur autre chose là. Donc ça fait 2 heures en fait que je stream. Donc on va s'arrêter là. Et il me reste à vous souhaiter à tous et toutes, mes nombreux viewers, une excellente soirée, une excellente journée, une excellente semaine, un excellent mois, une excellente année. Voilà. Et moi, je continuerai. Je sais que je dois reprendre l'histoire des patates. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire des patates. Dégustation de pommes de terre pour la Chambre d'agriculture de l'Aude. J'ai eu des retours sur mes storyboards qu'il faut que je modifie. Et puis après, il faudra que je fasse les planches. Donc, mais je ne vais peut-être pas streamer ça pour l'instant parce que ce que je vais faire, c'est que je vais modifier mon storyboard selon les modifications du client. Et ensuite, je vais
Et ensuite, je reviendrai à Azimut. Voilà. Donc, prochain stream sur Azimut, probablement pas dimanche, probablement lundi ou mardi, voilà, dans l'après-midi à une heure qu'il faudra guetter. Parce que pour l'instant, je ne suis toujours pas en mesure d'avoir des horaires très très fixes. Voilà, ce qui est dommageable pour ma carrière de streamer, mais ça a peu d'importance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avancer dans mes bandes dessinées. Mais bien sûr, si j'ai des streamers, j'en suis d'autant plus heureux. Donc n'hésitez pas, si vous voyez cette vidéo en replay, d'aller voir ma chaîne Twitch et de vous inscrire, de vous abonner et de mettre la petite cloche pour être prévenu quand je fais des streams. Et si vous avez l'occasion de venir me voir et de venir discuter, ça me ferait plaisir. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous si vous y consentez, parce que le consentement c'est important. Et je vous dis à une prochaine fois. Voilà, et bien au revoir.